et Samouline, et nous sommes en direct. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce live spécial pour débriefer sur le nouveau documentaire Netflix. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce live n'est absolument pas sponsorisé par Netflix, mais il fallait quand même qu'on débriefe un petit peu de ce documentaire qui nous a été proposé par Netflix sur les 40 ans, enfin pour les 40 ans de We Are the World et revenir un petit peu sur cette soirée extraordinaire de la pop culture. Du coup, on est dans le thème. Je suis super content d'accueillir tout le monde. Il y a Julien sur le chat qui arrive. Salut Julien, bienvenue à toi. On a Stéphane qui est là. Coucou Stéphane, bienvenue à toi. On a Willou qui nous rejoint. Salut mon Willou, bienvenue à toi. Hop, Mikey aussi. Mikey, merci beaucoup Mikey pour être devenu membre de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ebjak qui nous rejoint. Allez, je vous laisse vous connecter tranquillement. En attendant, je vais présenter, bon, même si vous les connaissez déjà, mes invités de ce soir, que je suis toujours très heureux d'accueillir. J'adore toujours échanger avec eux. Et je suis ravi du coup d'accueillir mon ami Yann Merleved. Salut mon Yann. Salut, ça va bien? Oh, Richard qui fait le mérou, j'adore. Ça va. Écoute, j'ai regardé avec attention notre documentaire. Ça va être très très sympathique de parler de tout ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je tiens à répéter, je te l'ai dit en off, mais j'adore ton t-shirt. Je suis extrêmement jaloux. Je tiens à te le dire. Ça vient d'où, ça, Yann? J'espère bien, je l'ai sorti pour vous. Ça vient d'où, ça? C'est l'officiel, ça? C'est quoi ça? C'est beau? Ouais, je crois qu'il est officiel, il est très très beau, bien gravé. Il est tellement neuf qu'on croirait qu'il vient d'être fait, donc des fois je me demande. Mais en tous les cas, il est magnifique. Le lien de la boutique officielle de Yann en description. Non, mais je pense qu'il n'est pas totalement d'époque, puisque je vous rappelle que l'association existe toujours. Donc si ça se trouve, c'est un récent. Le shop, c'est We Yann the World. C'est bon ça, c'est très très bon. Ensuite, alors je suis ravi de nouveau d'accueillir mon ami Richard Lecoq. Salut Richard. Richard qui continue à m'inspirer à travers son ouvrage lorsque j'écris mes vidéos. On a encore échangé d'ailleurs sur une prochaine vidéo que je suis en train de préparer tout à l'heure. Je suis super content de t'accueillir ce soir. Comment tu vas? Merci à vous. Merci à toi, Greg. Toujours un vrai plaisir. Et puis, merci pour tout ce que tu viens de dire. Oui, en plus, là, le livre, nous, on vient de découvrir qu'il il a enfin sorti en Chine. C'est un petit pointu rapide, là. Des fois, c'est cool de découvrir la version de Deluxe qui est apparemment déjà épuisée. Donc, ça fait son chemin. Voilà. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux collaborations de Michael, dont fait partie We Are the World grâce à ce livre, parce que les pages permettre de revenir sur ces collaborations entre albums. Moi, avec François, on adore ces moments de la guerre de Michael. Donc, voilà. Et tu as vu, j'ai fait un gros effort sur tout ce qui est animation. Tout à l'heure, je fais défiler des trucs, des textes, des machins. J'essaie de rendre le truc encore plus interactif. Tu vas nous faire les bandeaux. Ouais, ça. Tu vois, qui c'est qui parle? Je vais mettre le nom et tout. Ça va être cool. Alors, le chat, vous commencez aussi à arriver un petit peu plus. Alors, on a Yugatsu qui nous a rejoint. Salut Yugatsu. On a Son of Thriller qui est là. Salut Son of Thriller. Bienvenue à toi. Excalibur. Salut Excalibur. On a Nicolas Jeannot qui nous rejoint aussi. Salut Nico. Bienvenue à toi. Ah, on a François qui nous rejoint. Salut François. Super content que tu sois parmi nous. Et Lart également qui nous rejoint. Et enfin, je vais vous présenter du coup mon troisième invité de ce soir. C'est la première fois qu'on fait un live ensemble et je suis très très content de l'accueillir ce soir. Sylvain, comment vas-tu Sylvain? Impeccable, super. Merci de ton invitation. Mais avec grand plaisir. D'ailleurs, je vous le redis entre parenthèses, hein, si il y en a qui veulent participer à des lives sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et je fais toujours en sorte de répondre à tout le monde. Voilà. Et écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ce documentaire. Alors oui, je l'ai vu passer dans le chat, mais oui, je pense à travers les différents retours qu'on a eus, qu'on va être relativement unanime, ça n'empêchera pas d'avoir un débat intéressant et de revenir sur les points essentiels du documentaire, en tout cas ceux qui nous ont marqués. Je suis persuadé que ce sera assez différent pour chacun. Et je vais... tiens Sylvain, je vais te laisser commencer du coup pour ta venue, pour cette première. Alors, comment je l'ai vécu ce documentaire? Alors, je l'ai regardé hier après-midi.
et je suis retombé dans les nostalgies des années 80. Mais dès le départ, hein, ça fait tic direct. Et la voix de Michael, juste sublime, j'ai envie de dire. Il n'y a pas photo. Quoi. Après, par rapport à Thriller 40, on va reparler de Thriller 40, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais un pressentiment que ça allait être bon. Comme a fait Spike Lee avec Off the Wall ou Bad 25, là, dans la même lignée. Donc voilà un peu et j'ai eu un petit larme aux yeux, c'est normal, à l'œil, quoi, c'est normal. Quoi. Une petite peine, quoi, un petit coup de blues, un petit coup de cafard à la fin. Ça marche. Bon, je te remercie Sylvain de nous avoir partagé ça. Toi, Moyane, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce documentaire ? C'est vrai que c'est difficile de dire que on vit pas un moment intense, quoi. J'avais essayé de nuancer un petit peu la dernière fois sur Thriller 40, parce que malgré tout, pour le grand public, ça reste un documentaire qui peut être sympa à vivre, Thriller 40. On avait par contre dit que pour les fans, le compte n'y était pas. Là, j'avoue que, non seulement pour le grand public, mais y compris pour les fans, qu'est-ce qu'on apprend de choses, quelles images. Les images sont excellentes, le rythme, la façon de mettre en place l'histoire. Je ne sais plus qui parlait de storytelling, mais je crois qu'il y a un vrai travail scénaristique qui a été fait, ne serait-ce que la bande-annonce avec ces fameuses cassettes. Je ne sais pas si ça vous a fait quelque chose ou pas, mais moi, direct, je me sentais dans l'ambiance. Je vous ai mis mes lunettes années 80 express ce soir. Donc, non, il y a quelque chose dans ce documentaire qui ne loupe pas, je dirais, les éléments qu'il fallait mettre, à contrario de Thriller 40 qui a loupé beaucoup de choses. On a les bons témoignages, malgré le fait qu'il en manque, bien sûr, parce qu'on voit bien à la fin ceux qui sont décédés, on nous les rappelle malheureusement, mais on a quand même une omniprésence de Quincy Jones, qui est le chef d'orchestre. On a la présence des principaux participants. Je veux dire, tout y est, y compris nous faire revivre la fameuse nuit des American Music Awards avec Lionel Richie comme maître de cérémonie. Voilà. Moi, j'ai pas réussi à vivre Thriller 40 avec autant d'intensité que je n'ai vécu ce documentaire-là. Donc, pour ne pas trop rentrer, même si j'ai déjà bien ouvert le bal, je dirais vraiment que là, il y a une belle réussite et que l'esthète ou d'autres en prennent de la graine. C'est clair. À qui le dis-tu ? Merci Yann pour ton partage. Toi, Richard, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce documentaire ? Eh bien, je rejoins mes deux compères sur beaucoup de points. Quand j'ai vu la bande-annonce, moi, ma grande question portait notamment, parce qu'il disait, ouais, imaginez tout ça. Je me suis dit, avec tellement toutes les choses qu'on a déjà eues sur ce DVD-là qui est sorti maintenant, c'était 2004-2005 pour les 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous mettre de plus, tout ça, mais j'ai envie de dire, j'ai vite compris dès le début du documentaire, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était l'histoire qui était restituée, un vrai storytelling, effectivement. On nous prend par la main, on nous guide, on nous explique le contexte au début, après on nous guide heure par heure, en toute la nuit. Moi, j'avais l'impression de passer la nuit limite avec eux, tu vois, dans le studio, on était en train de se dire, c'est ça. Ça lève aussi le voile sur certaines choses. Moi, ce que j'ai aimé dans ce documentaire, que je trouvais très réussi, sur beaucoup de points, c'est que arrive à un moment donné, bon, on est à 39 ans de la soirée, donc le temps a passé, et finalement, ce recul-là permet de dire un peu les choses, quoi, de peut-être briser la glace, lever le voile sur des mystères ou sur des couacs qui sont produits pendant la soirée. Parce qu'il faut se rappeler que le documentaire de 85, c'était en fait un des produits dérivés qui permettait de récolter des fonds pour la fondation. Donc c'était vendu à l'époque en VHS. Ouais, effectivement, il fallait que ce soit un discours beaucoup plus lisse, beaucoup plus la fameuse histoire de Where's the World, qui est une fabuleuse histoire. Hein, il n'y a aucun doute. Mais là, on est sur un discours plus humain, incarné par des vrais acteurs de l'époque. Lionel Richie, finalement, c'est lui qui est le membre fondateur, le plus empirique de l'histoire, qui est toujours là et qui nous raconte tout ça. Donc, c'est par son prisme aussi. Après, on en parlera, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus réservé, mais c'est des nuances, mais je pense qu'on va en parler pendant le live. Mais
Globalement, effectivement, moi, ça m'a réconcilié par rapport à Thriller 40, qui pour le coup avait une bande-annonce super alléchante. Vous vous rappelez la bande-annonce de Thriller 40, avec des plans, on dit tiens, c'est un truc de fou. Bon, au final, on a eu un petit lot d'images inédites sur Thriller 40, mais ça m'a déçu dans sa globalité par rapport à ce que ça racontait et comment ça racontait. Là, il y a moins d'images inédites, par exemple, dans We Are the World, mais j'ai beaucoup plus aimé, et effectivement, à la fin, le moment de l'émotion, il est là. Moi, j'ai aussi versé ma petite larme sur la fin, parce que ce que disait Richie est très très beau. Je ne spoil pas pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais je trouve qu'effectivement, il y a une vraie histoire qui est racontée, un vrai propos, et pour le coup, on est sur un film qualitatif qui ne fait pas honte à ce que Netflix nous propose en fait depuis pas mal de temps. On pouvait avoir peur, est-ce que Lested va mettre ses mains dans le gambou, nous empêcher d'avoir des images et machin sur Mike. Non, c'était assez ouvert et je trouve que c'est une réussite. Ok, super. Merci beaucoup Richard pour ton partage. Alors, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Bon, même si ma vidéo critique à chaud est dispo, là du coup j'en parle de manière un peu plus digérée, on va dire. Alors moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire. Déjà, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on est capable de le comparer par rapport à deux documentaires. En l'occurrence, Thriller 40, donc qu'on a évoqué, qui est sorti il y a 2 mois maintenant, et le documentaire We Are the World, qui était sorti en 2005, donc il y a 20 ans, dont tu nous as présenté le DVD. Et en plus, Richard, sur tes conseils, je me suis, comme toi, revisionné le documentaire des 20 ans avant de visionner le documentaire des 40 ans, parce que je me souviens que quand la bande-annonce était sortie, on nous promettait des images inédites. J'étais hyper sceptique sur la question parce que je trouvais qu'en termes d'images, le documentaire des 20 ans avait déjà son lot d'images. J'arrivais pas à imaginer, si tu veux, quelles images supplémentaires on pourrait avoir. Donc, je me posais vraiment la question de savoir est-ce que la promesse à ce niveau-là allait être tenue. Ensuite, il y a 2 éléments importants. C'est que moi, je vais être très honnête, même si le documentaire des 20 ans est riche en informations, j'ai toujours eu du mal à le regarder parce que je le trouve extrêmement plat, extrêmement lent. Je trouve que c'est un documentaire qui manque de dynamisme et qu'il faut vraiment avoir une approche informative quand tu le regardes plutôt qu'une approche divertissante vraiment, tu vois, sur le documentaire des 20 ans. C'est toujours un peu ce que j'ai reproché sur ce documentaire, même si je l'ai toujours trouvé très intéressant. Et ensuite, on a eu donc le documentaire Thriller 40, qui j'ai fait partie des déçus de ce documentaire, et moi je rejoins un peu Yann sur le fait que je pense que c'est un documentaire correct pour des gens qui connaissent pas l'album Thriller, mais que c'est pas du tout à la hauteur d'un produit libellé Michael Jackson. Et là, il y a ce documentaire-là qui arrive un peu de nulle part, qui s'annonce 1 mois avant sa sortie, sur lequel on n'a pas de grosses attentes, et puis tu balances ça, et quelle claque! Quelle claque! Là, on réécrit, quand je dis on réécrit, c'est on redynamise l'histoire de We Are the World, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en off. Moi, ce que je trouve presque dingue, et ça met presque une fessée à l'estate, quoi, de dire, mais les gars, vous vous rendez compte qu'on arrive à faire 1000 fois mieux en dynamisme alors qu'on parle d'une seule chanson, et que vous faites un documentaire sur le plus grand album de tous les temps, et que vous n'êtes pas capable de tenir en haleine le spectateur. Alors, après, c'est des problèmes de réalisation, des trucs comme ça, on est d'accord, mais je me dis, c'est une fessée que ce documentaire-là met à l'estate, littéralement. Et du coup, ça a été une très très bonne surprise, parce que forcément, j'ai trouvé que le storytelling était excellent, il y avait un vrai dynamisme dans la narration, et en plus de ça, la promesse des images inédites était là. Alors, effectivement, c'est pas un lot d'images inédites extraordinaire, mais je l'ai plus vécu un peu comme une version longue du documentaire des 20 ans, mais bizarrement, ces quelques secondes ou quelques minutes supplémentaires ajoutaient tellement de contexte à l'histoire et le processus créatif et l'exécution de la chanson qui était juste formidable. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment devant le documentaire, et bon, je vois les différents retours effectivement qui sont assez unanimes sur la question,
Et un grand merci à Netflix vraiment de nous sortir un documentaire que personne n'attendait et qui arrive à tenir ses promesses, quoi. Donc voilà. Donc moi, il y a eu pas mal de petits moments du documentaire qu'on évoquera qui m'ont marqué sûrement plus que d'autres. J'imagine que vous aussi, et c'est d'ailleurs la question que je voudrais vous poser. Toi, Sylvain, est-ce qu'il y a un moment vraiment qui t'a marqué dans le documentaire? Oui, quand Lionel Richie parle de Michael à la maison Encino familiale, quand il fait l'enregistrement un peu on va dire en yaourt, Michael Jackson, on entend la cassette avec sa voix. J'ai dit mais merde, cette voix elle est puissante, quoi. C'est à la limite il fait une prise pour chanter, les mecs c'est bon, voilà, quoi. Enfin, par rapport aux autres chanteurs qui ont chanté dans la chanson de Hearts, ils ont mis au moins 7 fois, 8 fois peut-être pour faire une bonne prise, quoi, tu vois. D'accord. Après, les anecdotes aussi avec le serpent, ça m'a fait bien rigoler aussi, ça. Mais les anecdotes sur les animaux de Michael reviennent assez souvent. Ouais, d'ailleurs, même avec Freddie Mercury, je crois qu'apparemment, ils se parlaient plus après parce que par rapport à ça. Tout à fait. Il y a une vidéo archive que j'ai mis sur ma chaîne là-dessus. Il y a une question à poser à Richard. Comment ça se fait que. Je sais que tu avais un podcast à un moment donné sur YouTube. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris Whitney Houston à l'époque dans tout le casting? Parce qu'elle était quand même number one, j'ai envie de dire, à l'époque. Oui, bien sûr, oui. Alors, Whitney, à cette époque-là, si tu veux, elle n'a pas encore explosé vraiment, Whitney, parce que on est en 85, son premier album sort vraiment justement en 85, ça sort un peu plus tard. Elle est sur le point d'exploser, en fait. Mais c'est pas encore Whitney qu'on a avec les premiers hits. Donc, je pense que Whitney n'est pas encore. L'année d'après, elle a déjà fait des hits. En 86, quand les Grammy arrivent et les American Music Awards arrivent et qui sont récompensés un an après. Là, Whitney est déjà sur scène. Moi, l'absence effectivement qui m'a le plus interpellé, et bon là on a un peu une explication, effectivement c'est Madonna, parce qu'on se rend compte que elle aurait pu largement, on aurait pu avoir Cyndi Lauper et Madonna, enfin c'était pas, je pense, déconnant d'avoir les deux. Et malheureusement, bon pour le coup elle n'est pas, bon voilà, après c'est l'histoire, elle est comme ça, mais c'est vrai que on se rend compte que pendant la soirée, il y avait aussi d'autres staffs. Aller au American Music Awards, il y avait d'autres artistes aussi. Moi, j'ai vu les images de Kool and the Gang à la soirée, tu vois. Pourquoi ils n'ont pas non plus convié les membres de Kool and the Gang, qui étaient à l'époque quand même des gros vendeurs, parce qu'ils avaient fait l'album Emergency, où il y avait dessus notamment le hit Fresh, un gros carton, quoi. En 84, c'était. Moi, je commençais un petit peu j'étais jeune, mais bon, je comprenais un petit peu qu'il se passait des choses le soir, là où je vivais dans les fêtes votives ou autres, entre autres, tu vois, et ça dansait sur Kool and the Gang, tu vois. Donc, bon, après, je pense qu'il y a des questions politiques qui sont que les managers, bon, il y a quand même dit bon, on prend machin, on prend pas bidule. Tu en as aussi qui disent bah tiens, si vous prenez moi, prenez mon pote aussi. Enfin, je pense qu'il doit y avoir malgré tout, et ça c'est peut-être pas trop dit, mais des petites et questions politiques qui font que un tel y est, un tel n'y est pas. Bon, voilà. D'accord, je pense. Et toi, du coup, Richard, est-ce qu'il y a un moment dans le documentaire qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, un moment qui m'a remarqué plus qu'un autre, en fait, j'ai envie de dire qu'il y en a deux. Enfin, c'est un peu des mystères qui sont levés. On en parle un petit peu en off, mais c'est ça peut sympa d'ailleurs directement Michael. C'est notamment, on découvre pourquoi Al Jarreau est à côté de la plaque ce soir-là, parce que moi, quand j'ai vu justement, je voulais dire que le documentaire là-dessus, c'est le documentaire de 85 qui était ressorti pour les 20 ans. Il y avait des images en plus. C'était présenté par Jane Fonda, ouais. Qui était à la base publié, enfin sorti en 85. Donc tu vois, à l'époque, ils n'ont pas raconté ça. Bon, en gros, on comprend qu'il était bourré, quoi, et que Lionel Richie cachait une bouteille de vin. Enfin, ça m'a fait rire en fait. C'est le moment où je vous dis, en fait, tu imagines la soirée, il y a toutes les plus grandes stars du monde, il y a un mec qui est en train de siroter du vin comme pas possible, et Lionel Richie, qui est juste le mec qui organise le truc et qui bloque les bouteilles, quoi. Et après, il y avait aussi, comment dire, ce que j'ai bien aimé, c'est quand au début ils expliquent. En fait, ce que j'ai aimé, c'est quand ils expliquent que ce genre de soirée, ce genre d'événement, on aura du mal à revivre ça, à refaire ça. Déjà, ils disent un truc tout con, ils disent à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas toute la connectique, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, ils ont fait ça en appelant les gens, machin, avec des fiches, des trucs, il fallait rien dire, et machin. Il y avait dû y avoir une ou deux fuites qui, à notre époque, ne seraient même pas des fuites, genre une ou deux infos qui ont dû passer à travers les mailles aux yeux de la presse. Et on sent le côté un peu secret gardé, voilà, le moment précieux qu'il fallait conserver. Donc, toute cette mécanique de vouloir préparer l'événement dans le plus grand secret, là, pour le coup, on le sent. On voit que ça téléphone de partout, les assistants sont là, se déchaînent. Il y a Stevie Wonder qui est à l'endroit. Bruce Springsteen, il avait fait un concert à Buffalo. John Warwick à Las Vegas. Comment on va faire pour les revenir? Enfin,
on comprend un peu la galère, si tu veux, de mise en place logistique du truc, parce que nous, on se dit, bon, voilà, tout le monde était à la soirée, ils sont venus après. Bah non, c'était derrière. Il fallait trouver le pourquoi du comment, il fallait les réunir tous et trouver une occasion pour tous les réunir. Et c'est vrai que l'idée de génie, c'est de se dire, bah, on va profiter de la cérémonie pour tous les réappliquer, parce qu'ils seront tous là. Donc, à part effectivement Springsteen et John Warwick, mais qui ont fait des placements, et Stevie Wonder. Donc, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant. Après, voilà, je trouve que le documentaire, encore une fois, il a cette facilité à raconter l'histoire de façon linéaire. Et aussi au tout début, quand il raconte un peu l'écriture et qu'on comprend qu'on a une sino. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les plans sont un peu bizarres. On comprend qu'on voit Michael, on les voit en train d'écrire, mais on voit pas les visages, par exemple. Ça m'a un peu perturbé. Alors, au tout début, j'ai un peu cette réserve en train de me dire, voilà, ils vont nous cacher les images, ils vont nous refaire des plans sur les consoles là, en travelling à la Silver 40. Bon. Heureusement, ça s'est pas allé trop loin là-dedans, mais il y a le documentaire dit beaucoup de choses. Il y a encore des petits secrets, je pense, qui sont encore à être révélés, ce qui est bien parce que ça aura l'occasion de pouvoir faire un truc un jour. Mais voilà, je trouve que ça a vraiment humanisé et moi, ça m'a permis de me projeter encore plus dans toute la mécanique du projet qui est pas uniquement la soirée qu'ils ont passé ensemble, mais tout ce qui était avant et enfin, tout ce que ça impliquait en termes d'efforts humains. C'est vraiment un travail titanesque. Ok, merci beaucoup Richard. Toi Yann, un moment fort de documentaire? Il y en a plusieurs, hein, si tu veux. Ce qui m'intéresse, je pense qu'on est tous d'accord qu'en tant que fan, on va chercher évidemment les moments où Michael est présent. Bon, ok. Mais la force de ce documentaire, je crois, ou alors c'est parce que je suis un passionné de musique et d'artistes comme ça, de cette époque, c'est que j'ai eu le sentiment que finalement, je me suis autant intéressé à tout le monde, mais vraiment tout le monde, autant qu'à Michael, quoi. C'est-à-dire, je me suis pas focalisé en disant, bon, alors quand est-ce qu'il arrive Michael, où est-ce qu'il est Michael? Non, j'étais vraiment fasciné. Putain, Stevie Wonder, wow, James Ingram, wow, regarde, c'est Greg Filligans qui est là au piano. Oh là là, putain. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de rentrer dans l'atmosphère, comme si j'étais dans le studio, et puis de revivre le contexte. Je veux dire, il y a un moment très fort, je pense, c'est le moment où arrive Bob Geldof. Il arrive, et juste avant, on vient d'expliquer en gros qu'ils sont un peu comme des enfants dans la maternelle, en train de se jauger, en train de se regarder, de s'amuser un peu les uns les autres. Lui, il arrive, c'est quand même le mec qui est à l'origine du projet de départ en Angleterre, avec la fameuse chanson de Noël qui est justement destinée à rassembler des fonds pour l'Afrique, et qui vient dire aux Américains, bon, je vous rappelle pourquoi vous êtes là, quoi. Et qui balance, voilà, il y a autant d'enfants qui meurent de faim tous les jours, etc. Et là, tu sens que l'atmosphère, elle prend une gravité, et que cette chanson qui au départ semble être une sorte de challenge, de défi, où tu as plein d'artistes qui sont réunis, tout à coup, tout le monde est focus sur « Ok, on sait pourquoi on est là ». Et là, je crois que contrairement à cette fameuse phrase de « laisser votre ego au vestiaire », qui n'est pas totalement, à mon avis, respectée, à ce moment-là, oui, pendant quelques instants, ils laissent leur ego au vestiaire. Ça va vite revenir après. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils pigent qu'ils sont à un tournant historique et ils vont faire quelque chose d'historique. Bien sûr, ils ne savent pas à quel point ça va être historique, parce que je rappelle quand même qu'on est alors là, le Netflix dit, enfin le documentaire dit 80 millions de dollars à peu près, quelque chose comme ça. Bon, on est certainement entre 70 et 80, c'est certain. C'est énorme, c'est le plus gros single caritatif vendu. Et ça augure, parce que ça inaugure pas, vu qu'il y avait celui de Bandhead déjà, donc avec la chanson de Noël, où il y avait là aussi toutes les stars anglaises, Phil Collins, Sting, George Michael, et j'en passe, et des meilleurs. Mais cette chanson-là, We Are the World, va envahir les radios de manière... Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, ça faisait déjà plus d'une heure et demie qu'ils faisaient le documentaire, mais j'aurais aimé qu'ils en parlent encore un peu plus de cette postérité, de ce single qui a quand même duré pendant des années et des années. Mais on va avoir quelque chose qui... porte l'idée, peut-être plus encore que le single anglais, qu'on peut changer les choses
par la musique, en s'unissant, en mettant un peu nos compétitions de côté. Je vous rappelle qu'en France, je crois que c'est 1 ou 2 ans après, on a la chanson pour l'Éthiopie. 1 an après, on a la chanson des Restos du Cœur. Voilà, c'est parti, quoi. C'est-à-dire que c'est une période, là, pendant les années 80, où les artistes prennent des responsabilités caritatives, politiques, géopolitiques, tout ce que vous voulez, pour dire faut faire quelque chose. Voilà, faut faire quelque chose. Et c'était très... Je ne sais pas si on peut les croire ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils étaient sincères. Quand on entendait ces artistes dire dans le documentaire « Ouais, j'avais bien entendu cette histoire d'Afrique, etc., mais on ne savait pas trop, et puis on ne savait pas quoi faire, etc. » Et là, tout à coup, là, ils ont fait quelque chose, ça a peut-être duré qu'une seule nuit, mais qui a eu une portée très, très forte. Et moi, franchement, ça m'a ému de me dire que la capacité de faire ça en une nuit pour cette cause-là et la portée que ça a eu, je me dis, ça on doit le refaire. C'est des choses qui doivent être refaites. Il ne faut pas perdre cet état d'esprit-là. Je ne sais pas si c'est sous le même format. On voit bien qu'aujourd'hui, les Restos du Cœur en France, c'est très difficile, etc. Et c'est peut-être même d'autant plus tragique. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème de la faim en Afrique. Mais cet élan-là de solidarité, de gens qui étaient quand même assez riches, on est d'accord, c'est des gens qui étaient là, qui gagnaient quand même bien leur vie, la plupart des cas, eh bien, sont capables de dire, écoute, ce soir. Alors, ce qui m'a un peu plus peiné peut-être, c'est le mec qui filmait et qui à la fin nous dit, j'ai présenté ma facture, en gros, et puis on m'a dit, non, tout le monde ici est bénévole, mon vieux. Je me suis dit, bon, ouais, ok, mais lui, peut-être qu'il comptait pas comme les autres, hein, donc c'était peut-être un peu plus difficile pour lui d'être bénévole que les autres. Et il l'a fait, le mec, il a dit, ok, d'accord, on joue le jeu. C'est peut-être encore plus fort, lui. Voilà. Ça marche. Merci Yann. Ouais, je te donne la parole, Richard. Après, je vous donne mon Oui, je reviens sur ce que Yann a dit par rapport à Bob Geldof sur l'intervention. En fait, par contre, effectivement, un petit manque qu'il y a dans le documentaire, un manque à mon sens, c'est l'intervention de la femme. Il y a une femme qui est venue, que Stevie Wonder a fait venir, une Éthiopienne, qui prend la parole. On la voit dans le documentaire de l'époque et elle explique, elle remercie directement en fait tous les chanteurs, tous les artistes, tout le monde quoi, de faire cette chanson. Et c'est une séquence qui est très belle dans le documentaire de l'époque de 85. Et pareil, tout le monde fond en âme, il pleure plus. Donc je pense effectivement cette intervention de Bob Geldof et de cette femme-là, mais qu'on ne voit pas. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis dans le documentaire-là, parce que c'est quand même un beau moment. Puis pour le coup, il y a un vrai lien, parce que c'est une personne qui est directement concernée par ce problème-là. Elle explique les choses aussi, elle témoigne. C'est un témoignage qui arrive directement sous leurs yeux, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu cette séquence-là. Voilà, c'est juste pour préciser ça, parce que en plus, j'ai vu que dans le chat, ça ressortait aussi. Ça a été évoqué dans le chat. Ouais. Ça m'a rappelé qu'il manquait cette intervention de cette femme-là, qui était. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images, mais c'est super poignant. C'est vraiment incroyable. Ouais, je te redonne la parole, Yann. Oui, juste un point, parce que tu disais ce qui était marquant. Bon, ça m'a marqué, mais il y a aussi un point que je voulais soulever, parce que ça passe très très vite et c'est dans les tout débuts, c'est que la personne qui est à l'initiative de ça, c'est Harry Belafonte. On va d'ailleurs finir quasiment avec lui sur ce moment très émouvant où ils chantent tous la fameuse chanson d'Harry Belafonte ensemble. C'est un moment vraiment, moi je trouve très très touchant. Mais je voudrais saluer Harry Belafonte parce que il nous a quittés l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Et donc on a quelqu'un qui a œuvré pour les droits des Afro-Américains. Il a fait la fameuse marche avec Martin Luther King, avec Sidney Poitier, avec Marlon Brando, Steve McQueen, Charlton Heston, James Baldwin, etc. etc. Donc c'est un des piliers, légende du cinéma, légende de la chanson, caribéen, américain, afro-américain, etc., qui vient dire s'ils sont capables de le faire en Angleterre, pourquoi nous on n'est pas capables, et pourquoi c'est des blancs qui chantent pour aider des noirs, pourquoi nous on fait rien alors que nous on peut le faire. Et donc je trouve ça aussi très très fort, et je pense qu'il faut rappeler, parce que parfois on oublie
qui est à l'origine aussi de ce projet-là, ou en tout cas qui a le premier commencé à prendre son téléphone pour dire il faut faire quelque chose. Souvent, on parle de Quincy, on parle de Lionel, on parle de Michael, bien entendu, mais il faut rappeler quand même quel personnage était Harry Belafonte et à quel point il fait partie de ces gens qui, comme Sammy Davis Jr. ou d'autres, ont ouvert les portes par l'art, par la chanson, ont ouvert les portes aux droits des Afro-Américains. Et là, on a encore une belle histoire. Voilà, c'est ce mec-là qui décide de faire ce projet-là. Et après, l'histoire, évidemment, retiendra les protagonistes les plus importants, Quincy, Lionel, Michael et la quarantaine d'artistes qui étaient là. Mais ce mec-là, quand même, chapeau, quoi. Chapeau. Merci beaucoup Yann. Alors moi j'aimerais revenir sur des éléments du documentaire qui m'ont marqué, qui m'ont touché, et pas forcément touché par la bienveillance du truc, mais en fait un des éléments que j'ai le plus apprécié dans le documentaire, c'est que j'ai pas eu le sentiment que le documentaire voulait tricher. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être alors, encore une fois, j'y étais pas, donc je peux pas comparer la réalité et ce qui est présenté, mais de ce que ça m'a fait ressentir, j'y ai senti beaucoup d'intégrité, en fait, dans le documentaire. On a montré aussi des facettes un petit peu plus sombres, parce que pendant très longtemps, et je pense que ça, c'est une espèce d'inconscient collectif, moi, je me suis toujours imaginé l'exécution de la chanson We Are the World en mode, après les American Music Awards, bon, on a passé une super soirée et venez, on va tous aller enregistrer une chanson pour les Africains et dans la joie et la bonne humeur et tout est génial et on a fait un super tube. Et tu vois, je pense qu'on n'a pas conscience de tout le processus avant l'enregistrement. Moi, ça a été vraiment une grosse découverte pour moi parce que je m'attendais à un truc, et même c'est ce que j'avais vécu pour les 20 ans, le documentaire des 20 ans, je projetais quelque chose de plus spontané sur l'élaboration de la chanson, alors qu'en fait, c'est un truc qui a été vraiment, vraiment travaillé en amont. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de le voir, de dire, tiens, on va choisir tel artiste qui va ouvrir, et puis c'est lui qui va chanter après, et puis non, on va mettre cette voix-là parce que c'est une voix un peu plus grave, ou ci ou ça. Enfin, tu vois qu'il y a un calcul que, moi qui ne suis pas musicien, il y a un calcul qu'on n'imagine pas. Et j'ai trouvé ça puissant. De comprendre ça, de me rendre compte de ça. Ensuite, vous avez parlé de choses très intéressantes, les garçons, et je pense qu'il y a un mot fort, en fait, finalement, qui résume un peu ce que vous dites, c'est les enjeux de cet enregistrement. Et c'était très étrange, mais je ne sais plus, c'est toi, Yann ou Richard, qui avait dit, j'avais l'impression d'être avec eux quand ils enregistraient. Et moi, je n'avais pas le sentiment d'être avec eux, mais par contre, j'étais stressé autant que Quincy Jones, genre putain, vous avez qu'une nuit pour le faire. C'était une tension que je ressentais et c'est pour ça que j'étais hyper associé pendant que je regardais le documentaire et où tu sentais les mecs se disaient bon, on les a tous pendant une nuit, on n'a pas le droit à l'erreur et le moindre faux pas faisait perdre 5 minutes parce qu'il fallait rembobiner les bandes, etc. Bon, c'est tourné des fois un peu en dérision. On parle des colliers de Cyndi Lauper qui doit recommencer sa prise, puis au final qui fait une prise peut-être meilleure que celle d'avant. Enfin, perso, je trouve. Mais voilà, tous ces trucs-là, parce qu'effectivement, nous, on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère de tout ça, mais tu dis que eux, quand ils loupaient une prise, c'était 5 minutes de rembobinage pour pouvoir recommencer. Et on le ressent aussi un peu le désarroi de Bob Dylan par rapport à ça, d'être sûr de faire bien, de ne pas se planter, conscient un petit peu de ce poids-là. Et il y a un autre élément très important qui m'a... Je vous reçois après le chat, hein, je finis mon truc et je vous reprends. Il y a un truc aussi, c'est un petit peu les revers de cette soirée. Donc, on a évoqué Al Jarreau qui était bourré comme un coin. Bon, j'ai envie de vous dire, ça arrive au meilleur d'entre nous. Hein. Mais surtout, moi, j'ai été heureux de vraiment contextualiser l'absence de Prince et l'absence de Madonna. Que je pense, alors peut-être pas tout le monde, mais moi j'ai toujours un peu associé le refus de Prince de participer à We Are the World par sa rivalité avec Michael Jackson et son besoin un petit peu de dire non, moi je suis un peu un artiste à part entière. Alors après,
ça avait été le cas, ça aurait été sa décision, j'avais pas de problème avec ça. Mais j'ai toujours un peu associé à ça. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Prince et Quincy Jones sont sur scène avec d'autres artistes en train de chanter We Are the World. Et quand Quincy Jones tendait le micro, Prince lui donnait la sucette. Et cet événement-là a toujours été une espèce d'aveu du fait que Prince avait volontairement refusé de participer à We Are the World. Et on comprend que c'est pas aussi simple que ça. J'ai plus le prénom de l'artiste. C'était Chilaï. Merci Yann. Qui disait voilà, j'ai compris qu'en fait ils m'avaient invité parce qu'ils espéraient qu'à travers moi ils allaient réussir à faire venir Prince. Voilà, tu vois un peu les techniques du show business. Et ça, j'ai trouvé ça fort qu'on ose en parler dans le documentaire, qu'on l'explique. Finalement, qu'on explique que Prince aurait voulu apporter un truc de guitare, mais qu'on l'a pas laissé faire et que bon bah pour ces raisons-là, il n'est pas venu. Et il y a un autre élément aussi, deux éléments qui m'ont marqué. Je vais être rapide et je vous redonne la parole très vite. C'est quand Stevie Wonder voulait proposer les paroles en Swahili. Que ça crée une espèce de discorde parmi tous les artistes et qu'on sent que ça fout un peu le bazar vis-à-vis du timing et de l'organisation de Quincy Jones. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il y a un artiste qui quitte la pièce en disant « Ah, je comprends rien à ce qu'il raconte, je m'en vais. » Tu vois ? Et j'ai trouvé ça honnête de montrer ça, en fait. De montrer que We Are the World, c'est un truc qui rassemble, mais comme toute œuvre, il y a eu des fausses notes, il y a eu des petites choses comme ça. Et la dernière chose que je voulais évoquer, ça a été évoqué dans le chat, effectivement, c'est le moment où Diana Ross se met à demander un autographe à un artiste et qu'ils se mettent tous à se signer des autographes. Alors moi, je trouve que symboliquement, c'est hyper fédérateur sur ce genre d'événement et que là, on est dans la phrase de Quincy Jones, mettez votre ego de côté. Mais ce qui est drôle, c'est que ça reflète vachement aussi un truc très sociétal. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es dans une réunion, à un meeting où tu as des pains au chocolat au milieu de la table et qu'il faut que tu attendes qu'il y en ait un qui se serve pour que tout le monde ose se servir, tu vois. Et ça m'a un peu fait penser à ça et j'ai trouvé ça super humble, en fait, comme récit. Donc ça a été un des moments forts. Mais voilà, j'ai aimé que le documentaire essaye pas de tricher et essaye de montrer les choses telles qu'elles se sont passées. Je crois qu'Yann, tu voulais rebondir ? Ouais, parce que bon, j'ai ressorti mes archives et si vous avez la chance d'avoir ce petit ouvrage qui s'appelle Quincy Jones Mémoire, hein, donc qui est ressorti il y a quelques années aux éditions Le Cherche Midi, vous avez un chapitre qui est consacré avec le titre suivant Laissez vos égos au vestiaire et qui explique très bien ce petit moment-là. En deux étapes. La première, c'est notamment le moment où il propose de chanter le fameux Chala Chalingé que nous avons tous un jour découvert en disant ah bon, ça devait être sur le titre et on découvre que c'est Michael qui mène un petit peu cette chorale autour de ces paroles-là. J'avais découvert dans la démo, moi, de The Ultimate Collection. Voilà. Et donc, on découvre ça dans la démo, on se dit, mais finalement, pourquoi ça n'a pas été gardé, etc. Alors, l'explication est là, hein. C'est Quincy qui nous dit que c'est Bob Geldof, donc qui dit, vous pouvez pas faire ça, les Africains pourraient penser qu'on les ridiculise, qu'on se moque de leur langage, donc laissez tomber ça, ok, bon, et puis après, vous avez à la fin le fameux Stevie Wonder qui, décide de téléphoner, comme il dit. Alors Stevie a réclamé le silence et marqué une pause avant d'annoncer qu'il venait de parler à la mère patrie et qu'en Swahili, les paroles devaient être Willy Mongu. Et alors là, il dit dans son bouquin, texto, ça a mis le feu aux poudres, Ray Charles s'est tapé sur les cuisses pour signifier son ras-le-bol. Quoi, Willy Mongo, mon cul, oui. Et 3h du mat, putain de Swahili, à cette heure-ci, je suis même foutu de chanter en anglais. Charles, quand même. Bon, et là, Quincy, qui ne mâche pas ses mots, dit bref, ils n'étaient pas pour, pétage de plomb général, sur ces entrefaites, et là vous allez reconnaître la scène, sur ces entrefaites, un chanteur country qui avait passé la soirée à picoler dans sa caravane avec Ray Charles et Willie Nelson a disparu pour ne plus jamais revenir. Et donc, c'est le fameux gars qu'on voit, dont tu parlais. Et alors, Quincy rajoute une bande de noirs et 2-3 gauchistes blancs qui recueillent des fonds pour une poignée d'Africains affamés passe encore, mais chanter en Swahili, ça dépassait les bandes du devoir pour tout pecno digne de ce nom. Oh,
Ça, c'est envoyé Quincy. On est aux USA, on est aussi aux USA, hein, donc avec aussi une vision du monde qui est américaine. Donc, moi, je voulais revenir par rapport à Prince, je voulais dire une chose. Il parle effectivement de ce. Comme quoi, Sheila E., évidemment, elle est instrumentalisée, puis elle se rend compte, la pauvre, elle dit putain, en fait, on m'a pris un peu pour une conne, on m'a fait venir, je n'ai même pas de partie à chanter, voilà, je suis là, je suis dans le cœur, bon, j'aurais pu me faire pas venir finalement. Mais en fait, le documentaire, c'est un petit peu un écueil, c'est un petit peu un reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il ne mentionne pas que Prince a quand même lâché un morceau pour l'album qui est sorti en même temps que la chanson. Il y a un morceau de Prince, en fait, sur ce disque-là. Et il y a aussi une autre chose qui m'a marqué dans ce documentaire, en fil rouge, c'est, et là je te dis c'est beau à mon ami François Allard, c'est l'omniprésence de Stevie Wonder, qui, et ça c'est rappelé, pour on savait, mais c'est rappelé, et c'est bien de le rappeler dans ce documentaire-là, était prévu que ce soit lui qui écrit la chanson au départ, mais il n'était pas dispo, donc c'est Michael qui est convié à le faire, et qui tout le long de la soirée va être là pour un petit peu, alors effectivement proposer un truc qui ne fonctionne pas comme Swahili, dont Yann vient de parler en citant brillamment Quincy Jones, mais il est là aussi pour coacher Bob Dylan. Moi, la séquence où il dit à Dylan, bon, écoute, Bob Dylan, je vais t'imiter pour te montrer ce que tu dois faire. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Le mec, il est au piano, il imite Bob Dylan, il lui montre comment il doit chanter à Bob Dylan. Enfin, c'est incroyable. En l'imitant. En l'imitant, voilà. Il dit, je vais t'imiter, tu vas chanter comme je t'imite, quoi. C'est lunaire, mais c'est réel, quoi. Et on sent qu'il est là tout le long jusqu'au bout parce qu'il veut aussi faire des adlibs à la fin de la chanson. Donc ça m'a aussi vraiment marqué sur ce point-là. Et c'est un projet, et c'est encore une fois le parallèle constant qui est pas si évident, mais qui est réel entre Michael et Stevie Wonder. C'est à quel point dans des moments importants de leur carrière, ils sont ensemble en fait. Et voilà, il y a des moments où ils sont là tous les deux, où Stevie n'est pas loin, Michael n'est pas loin. Ils bossent avec les mêmes gens. Bill Wolford qui fait les synthés de Billie Jean, c'est un ancien mec qui bosse avec Stevie Wonder. Enfin voilà, Stevie Wonder a eu une influence sur la musique de Michael, sur son œuvre, qui est extrêmement importante et bénéfique. C'est un cercle vertueux et Michael a toujours tenu des propos plus qu'élogieux sur Stevie Wonder. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir à quel point le rôle de Stevie était quand même bien restitué et à quel point on montrait que pendant la soirée, c'était un très bon appui pour Quincy Jones, quoi, en fait, je veux dire, parce que là où Quincy avait peut-être du mal à diriger un Bob Dylan, Stevie il arrive et puis il décante le truc, quoi. Et ça, c'est plus qu'un artiste, un génie, c'est aussi un coach finalement. Et ça, c'est incroyable. Ouais, et puis je parle sous le contrôle de Stevie Wonder évidemment, s'il nous regarde. Il nous regarde. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire, c'est compliqué. Non, ce que j'allais dire, tu vois, c'est que je pense aussi que, tu vois, des gens comme Stevie Wonder, justement, qui ont des handicaps, qui malheureusement intègrent le fait d'avoir à certains moments besoin des autres, peut aussi monter justement cette amplitude d'aider assez naturellement et assez machinalement. Et, ouais, totalement. Et c'est vrai que c'était intéressant de le voir comme ça. Et même, tu sais, quand on a les passages où ils sont sur la machine à braille avec Richards, qui sont en train de bosser ensemble et tout. Et tu as cette espèce. En fait, moi, c'est ce que j'ai aimé aussi à l'image du documentaire. C'est cet esprit de camaraderie un petit peu qu'on avait. En fait, tout à l'heure, tu disais quelque chose de très juste, Yann. Tu disais que quand tu regardes le documentaire, en tant que fan de Michael, on n'est pas là à choper les moments où Michael apparaît, parce que finalement, sur tout le long du documentaire, il n'est pas si présent que ça. Mais ça n'empêche pas le documentaire d'être hyper intéressant et de réussir justement à se concentrer sur les artistes, de quelle manière ils étaient là, ils ont compris. Et puis, moi, de vous à moi, je les connais pas tous, les artistes qui ont participé à We Are the World, donc ça me permettait aussi de remettre un nom des fois à des visages que j'ai pas connus forcément. Et ouais, cet esprit de camaraderie, bon, j'ai parlé des autographes tout à l'heure, mais ça te fait oublier pendant un moment que c'est des artistes là, c'est juste des gens ensemble qui font le même métier et qui essayent de faire un projet commun comme une espèce de classe, tu vois. Et ça, j'avais trouvé ça fort. Et c'est effectivement le fait d'évoquer Stevie Wonder, Stevie Wonder qui aidait Bob Dylan qui se sentait un petit peu en retrait. Enfin, on peut le dire littéralement, il se sentait pas à sa place, quoi. Je pense qu'il y avait ce côté décalé où il se disait bon, c'est pas ma musique, c'est pas mon style, et puis c'est pas ma génération d'artistes. J'ai dit oui parce que je suis quelqu'un d'engagé, mais
qu'est-ce que vous attendez de moi, quoi. Et je pense que et finalement, ce qu'il fait vocalement, ça colle, quoi. C'est bien, ça reste un peu décalé, mais c'est lui aussi. Je trouve que c'est intéressant. oui, Finalement, la proposition que Stevie Wonder a amenée pour Bob Dylan, bon, bah, elle fonctionne, quoi, parce que c'était pas gagné. Effectivement, il a vite compris qu'il n'était pas, il n'a pas une tessiture vocale, il n'a pas la portée vocale qui peut demander la chanson sur la base de la chanson, quoi. Il avait des envolées. C'est pas du tout son style de musique. Et pourtant, un Willie Nelson dans les coupés s'en sort bien aussi. Enfin, bon, oui, Willie Nelson s'en sort beaucoup mieux que Bob Dylan, c'est une évidence. Oui, mais bon, après, moi, je suis toujours très très sceptique aussi sur la participation de Cyndi Lauper, parce que bon, là aussi, sa voix, je ne suis pas persuadé. C'est une grande star, Cyndi Lauper, elle cartonne. Oui. C'est quand tu dis que tu es sceptique, c'est par rapport à quoi que tu es sceptique? Sa voix, moi j'ai l'impression qu'elle casse le truc. Bon, il y a des voix qui sont des signatures et c'est vrai qu'elle en fait partie. Elle a une voix qui est très très signature, et je trouve que ça colle pas avec la musique. Autant un Bruce Springsteen qui apporte un souffle de rock puissant, ça passe effectivement. Huey Lewis, pareil, tu vois. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils lui ont demandé de remplacer Prince. Pourtant, c'est pas du tout le même style, mais il apporte quelque chose aussi. Autant Bob Dylan, on sent bien qu'il est décalé, et puis Cyndi Lauper, c'est pareil. Moi, j'ai un peu l'impression elle-même, elle s'en rend compte. Elle dit, j'en ai pas fait un peu trop là. Un peu, peut-être. Maintenant, c'est sa personnalité qui est comme ça. Moi, j'aime beaucoup sa personnalité. Mais j'avoue que c'est pas la voix que je préfère sur cette chanson, quoi. Soyons clairs. Ouais. C'est marrant, tu vois, parce que moi, au contraire, j'ai toujours trouvé que le passage de Cyndi Lauper était vachement bien dans la chanson. Et dans le documentaire des 20 ans, les passages Enfin, tu la vois enregistrer les premiers passages avant ce fameux truc de collier et tout. Et là, je la trouvais extrêmement mauvaise. Je me disais, purée, c'est pas bon. Et même Huey Lewis, je le trouvais pas bon pendant ces enregistrements-là. Et c'est d'ailleurs un morceau de vidéo qui a beaucoup tourné sur TikTok, sur Insta, où justement, où tu vois Michael, je vais pas dire désemparé, mais un peu gêné. Tu sens que c'est pas le résultat qu'il voulait. Et ben, d'avoir la version longue, je sais pas si vous l'avez remarqué, de voir la version longue, on voit que finalement, Michael avait l'air un peu plus satisfait du résultat que ce que laissait transposer le peu d'images qu'on avait. Et moi, justement, quand tu voyais la version longue de ce moment-là où tu as Cyndi Lauper qui enregistre son passage, que je trouve pas dingue, ensuite elle retire ses colliers, il s'amuse, et que là, elle te balance ce qui a été gardé dans la chanson, moi, je trouve que ça fonctionne grave. T'en penses quoi, toi, Sylvain, du passage de Cyndi Lauper? Ouais, je pense que Madonna a fait plus le job. C'est même une chanteuse, genre Cyndi Lauper, où dans les années 80, c'est la chanteuse que j'écoute le moins. Regarde. J'écoute même pas du tout, j'allais dire. Je pense que Madonna a fait le taf. Moi, ça aussi, c'est un truc que j'ai pas capté. On l'a évoqué tout à l'heure, on en a parlé un petit peu en off, mais voilà, on a parlé de ou Cyndi Lauper ou Madonna. J'ai pas compris pourquoi il fallait choisir entre les deux. Tu es dans un truc justement humanitaire. À quel moment il faut choisir? Et du coup, ça aurait été intéressant de savoir un peu qu'est-ce que Madonna a pensé de ce truc-là. Est-ce qu'elle avait envie d'y aller? Est-ce qu'elle n'avait pas envie d'y aller? On sait qu'elle était au concert après, quoi. Elle était sur le band aid, elle était sur scène, quoi. Donc, parce qu'elle n'a pas pu faire sur le disque, elle a fait sur scène, donc elle est venue après, donc, comme d'ailleurs d'autres artistes. Et pour le coup, Michael n'était pas sur scène sur le band aid. Lui, il faisait Capté Léo à cette époque-là. Mais non, de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'il reste encore des petits points d'interrogation. Moi, quand j'ai vu les gens défiler au American Music Awards, il y avait tous ceux qu'on connaît du projet de Verso World, mais c'est d'autres artistes. Et finalement, on en a plein qui sont. J'imagine les mecs qui disent, ah, toi, t'es invité, pas moi, moi, je vais rentrer chez moi, amuse-toi bien à l'enregistrement. Hein, oui, parce qu'il y a eu tout un taf juste avant. Dans les backstage de l'American Music Awards, c'est un petit peu. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que moi, quand j'ai revu Kool and the Gang au gros complet qui était là, pourquoi ils n'ont pas invité ces gens-là, quoi, tu vois, qui étaient à l'époque aussi. Parce qu'ils n'avaient pas encore mis leur écho de côté. Il n'y avait pas le mot sur la pièce. Non, mais tu vois, c'est une vraie question, quoi. Pourquoi, au final, ils ne pouvaient pas inviter toutes les stars présentes au American Music Awards, ils ont dû faire des choix. Mais on comprend que c'était compliqué de les mettre en place. Mais finalement, sur les choix de pourquoi lui, pourquoi pas lui, pourquoi elle, il y a encore des réponses qui restent à apporter, quoi. Donc ça, après,
Peut-être qu'on ne saura jamais d'ailleurs, c'était pas plus mal comme ça, mais c'est intéressant. Mais moi, tu vois, il y a un point du documentaire, par contre, je sais pas si tu comptais lancer la question ou pas là-dessus, est-ce qu'on avait un peu moins aimé ou un peu les réserves, je sais pas, hein, Greg, tu dis. Non, vas-y, je t'en prie. En fait, moi, c'est par rapport au rôle de Michael, je trouve que bon, oui, on le voit, il est là et tout, on voit son application. Je dirais pas que c'est un petit peu minoré par moment, alors je vais pas faire mon fan intégriste, machin, au débat et tout, mais je trouve que tu vois, par exemple, au début de la séquence, quand Richie dit ouais, il y avait le serpent, puis il y avait Bubbles et tout. Je veux dire, ça par contre, je trouve que ça apporte rien au propos de plus. Quoi. Genre, on a eu des anecdotes avec Freddie Mercury, avec le lama, tout ça. Bon, remonter le côté les animaux à Eleven Earth, soit un truc comme ça. Ouais, ça peut-être drôle et je suis même. Enfin, j'arrive pas trop à voir le. Moi, je trouve que ça donne un côté intimiste. Tu vois, moi, au contraire, oui, je trouve que oui, mais c'est bon, bien parce que ça donne un côté intimiste à la relation entre oui, tout à fait. Lionel Richie et Michael, quoi. Et le moment où Lionel Richie dit bon, pour ça, Michael, c'est pas un musicien, il savait pas composer machin, il faisait que des mimiques sur ses cassettes. Bon, on sait que c'était comme ça que Michael n'était pas un musicien de son côté pratique, mais c'est un musicien dans l'âme. Je veux dire, on rappelle que Paul McCartney, c'est pas dire une partition, donc voilà, mais si on va par là, ils sont beaucoup à pas savoir lire la musique. Donc il a et si je dis pas de bêtises, Richard, je te coupe une petite minute pour rebondir sur ce que tu dis. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Latoya Jackson qui avait déclaré par rapport à l'écriture et à la composition de la chanson que quand Michael s'est retrouvé impliqué dans le projet d'écriture et de composition, Latoya avait témoigné qu'il avait fait ça en une nuit, en réalité, qu'il avait tout composé, écrit en une nuit, et que c'est après qu'il l'a présenté à Lionel Richie et qu'ils ont bossé ensemble sur oui, tout à fait, je me rappelle ça. Oui, bah, si tu veux, alors, il y a une grosse histoire sur. Il y a eu même une interview où Michael en parle un petit peu de Where's the World. C'est pas qu'il est gêné, mais il fait en mode ouais, bon, Where's the World, en fait, bon, quand on connaît l'écriture de Michael Jackson, quand on connaît comment il enchaîne ses accords, comment il fait ses montées mélodiques et autres, on comprend que la chanson, elle est quand même 80% composée par Michael Jackson. C'est comme Say 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 avec McCartney. Quand tu écoutes Say Say Say, tu comprends c'est un morceau quand même que d'ailleurs Michael ne s'est pas caché. Enfin, on n'a pas aussi étudié l'histoire de ça. Il fait la démo pratiquement finalisée, il envoie ça à McCartney. Bon, tu vois, l'histoire est faite, quoi. Donc je trouve que sur le coup, son côté musicien, voilà quoi. Après, Lionel Richie dit oui, c'est quand même incroyable comment il fait ses chansons, comment il compose et tout. Mais tu vois, il y a toujours ce discours moi, qui me gêne, que ce soit là, ici ou ailleurs, où les gens vont dire ouais, bon, Michael, c'était pas un musicien, Michael, c'était pas artiste, c'était pas un compositeur, c'était pas. Merde, quoi. Tu vois, à un moment donné, il a composé, comme les gens qui disent ouais, mais il n'a pas écrit ses chansons. Moi, je leur dis ah bon, bah, il a écrit Beat It, il a écrit Billie Jean, il a écrit No Song to Get Enough, il a écrit Orson, il a écrit Black or White, il a écrit The Only Coffee, il a écrit Bad, il a écrit Smooth Criminal. Je leur dis t'en veux encore ou pas, enfin, t'en mieux dans le truc. Donc, tu vois, ça me saoule parce que j'en ai marre qu'on veut juste me faire montrer comme voilà, un mec qui dansait, qui passait son temps à faire des moonwalks, qui était habillé toujours avec des paillettes et des trucs. Bah non, merde, quoi, tu vois, ça me saoule. Bon, c'est un peu mon de l'histoire. Mais, il est vénère ce soir, le Richard. On a montré ce là à George Michael, tu vois. George Michael, c'est après un grand compositeur qui a été aussi victime de son image. Pour lui, il a pris le prisme à l'envers. C'est carrément effacé. Il voulait plus qu'on le montre, qu'on c'était plus haut. D'ailleurs, ça a eu beaucoup de problèmes. Mais on a commencé à respecter George Michael quand il a commencé à faire ça. Bon, Michael, il a toujours voulu montrer le côté showman, le côté entertainer. Alors, peut-être que c'est un peu de sa faute. Ça ne justifie pas pour autant qu'il faut continuer à avoir sur lui un discours qui minore son vrai talent de compositeur, parce que je maintiens, c'est un compositeur de génie, Michael Jackson. Je pense qu'il ne faut pas le dire de tout le reste. Je suis pas sûr que ça minore. Moi, j'ai toujours trouvé. Alors, je mets le documentaire entre parenthèses, mais moi, à chaque fois qu'on parle, que tu entends des musiciens ou d'autres artistes qui ont collaboré avec Michael et qui expliquent que Michael composait avec sa bouche et tout ça, ou même quand tu vois ce passage, tu sais, où Michael fait Tabloid Junkie en beatbox pour expliquer comment il travaille ses morceaux, qu'il les compose et tout ça. Parce que c'est pas comme si Michael aussi s'était proclamé musicien. Il a toujours été assez honnête et transparent sur sa façon de percevoir la musique, le fait qu'il ait l'oreille absolue et tout ça. Moi, j'ai toujours trouvé que, au contraire, ça lui donnait une putain de plus-value en termes de composition. Et j'ai jamais trouvé que c'était réducteur de dire Michael Jackson compose sa musique avec sa voix et son beatbox et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était encore mieux, tu vois. Mais c'est très subjectif, mais c'est ma lecture, tu vois. Oui, je peux comprendre parce que quand tu lis toute la presse rock, machin, compagnie, c'est en mode voilà, Jackson, c'est un artiste qui fait passer de bonnes soirées. Moi, je me rappelle d'articles à l'époque dans Rock and Folk ou Best où il fallait taper sur lui, il fallait en gros tout ce qu'il faisait de bien c'était grâce à Quincy Jones, c'est lui seul quoi, il savait rien faire.
Il a fallu que Dangerous sorte pour qu'il commence un petit peu à comprendre qu'il savait quand même faire aussi des choses tout seul. Même si ça disait, c'est quand même moins bien parce qu'il y a plus Quincy. Enfin, il y a quand même. Et pourtant, quand tu écoutes les artistes, tout le monde se dit, c'est Michael Jackson qui m'a inspiré, quoi. Oui, non, mais ça je ne le mets pas en cause. Mais ça, c'est sûr. Mais sur l'aspect purement compositeur, je ne parle pas en tant qu'artiste. Parce qu'effectivement, l'influence, on peut dire que Whitney Houston aussi a influencé peut-être des gamines à chanter, mais elle n'a pas composé de titres, Whitney Houston. Mais elle s'est jamais vendue comme une compositrice. Je parle de Michael, compositeur, dans le fait que Album The Jackson, il y a 18 ans, il sort un morceau comme Blues Away, que je trouve magnifique, et que c'est un gamin de 17 ans, 18 ans qui sort ça, quoi, tu vois. C'est rien que ça, pour commencer. Et encore plus par la suite. Tu sais, les talents précoces, on a plein. Moi, en ce moment, je suis dans ma crise de Alia, je me repasse tous les Alia. Donc, après, t'es composé. Il y avait une maturité, entre autres bêtises que je poste, il y avait une maturité dans son interprétation. Sur l'album, le premier album qu'elle a fait avec R. Kelly, comment elle chante des chansons, c'est du génie. C'est une vraie interprète. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire, mais mis à part ce petit écart-là, c'est un très très beau document. D'ailleurs, tu me donnes une question qui me vient en tête par rapport à ce que tu évoques. On a parlé justement du fait, alors pas que Michael était effacé, mais en tout cas que le documentaire ne cherchait pas à mettre absolument Michael en avant, en tout cas pour essayer de vendre peut-être son projet et tout, et garder vraiment cette ligne éditoriale de parler du documentaire. Vous l'avez trouvé vous l'avez trouvé comment Michael dans le documentaire? Parce que moi, quand je regardais les moments avec Michael, c'est toujours intéressant de le voir en dehors de la scène et de le voir interagir avec des gens dans une communauté ou quoi, parce que tu vois, il y a vraiment deux polarités, quoi, entre l'artiste qui est sur scène et qui en met plein la vue à tout le monde et qui écrase tout le monde, et le côté un peu plus privé, dans une sphère un peu plus privée où tu vois le gars un peu plus timide, un peu plus réservé, surtout que là, il est face à beaucoup de gens, peut-être des gens d'ailleurs qui ne le prennent pas au sérieux, peut-être par jalousie ou peut-être par manque de compétences musicales, je ne sais pas. Mais tu le vois peut-être un peu plus en retrait et moins, et pas apporter ce côté leadership qu'on pourrait lui imaginer quand tu le vois sur ces sessions d'enregistrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si on voit, c'est parce qu'on n'a pas toutes les images non plus, donc j'ai pas pris le temps, moi, de ressortir. En plus, mon lecteur DVD vient de rendre l'âme, donc j'ai pas eu le temps de ressortir le documentaire des 20 ans, mais je parlais tout à l'heure de la fameuse séquence où Michael va quasiment guider tout le monde sur le fameux Challengé, etc. Bon, ça montre bien qu'à certains moments, il sait prendre le leadership. Mais je pense qu'il était très conscient qu'il ne pouvait pas le faire là, parce que il y avait quand même face à lui des gens, Harry Belafonte, Dionne Warwick, Stevie Wonder, qui sont d'une génération, et puis des gens venus d'univers différents qui connaissaient un peu, bon, Kenny Loggins, des gens comme ça, il y a des gens qui connaissaient, mais il y en a où ils ne le connaissaient pas, et je pense qu'il ne se serait pas permis de s'imposer comme un Quincy Jones. Quincy Jones, c'était là pour ça. Ouais, et c'est vrai que Stevie Wonder le fait, lui, peut-être plus naturellement, parce que, je ne sais pas, le courage de l'aveugle, ou bien le charisme de Stevie Wonder, qui est un charisme qui s'impose dès le départ, j'en sais rien. Le mec vient, alors qu'il était averti il y a 3 semaines qu'il fallait bosser, il arrive comme une tranquillement, voilà, tout va bien, qu'est-ce qu'on fait ici, voilà. Trouver l'entrée. La petite blague aussi avec Ray Charles à un moment donné en disant c'est pas grave, c'est nous qui allons vous ramener. Enfin bon, voilà, on sent que c'est voilà, il y a un charisme, il n'y a pas de timidité chez Stevie Wonder, là où chez Michael, je pense qu'il y a plus le respect de je ne m'impose pas, je suis timide, et on constate d'ailleurs qu'il fait sa prise
tout seul. Il arrive avant tout le monde. Il n'était pas censé, on le voit bien, c'est un des points du documentaire qui met en avant, il n'était pas censé, il voulait pas se mettre en avant, et au final, bon. Alors, ce qui est intéressant dans le bouquin de Quincy que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que Quincy nous dit qu'à un moment donné, Lionel et Michael ont eu un petit délire, c'est qu'ils se sont dit non, mais tous les artistes vont faire le chœur et nous on fera les paroles, rien qu'à deux. Donc ça c'est Quincy a dit mais bien sûr ça va passer auprès des autres mais bien entendu donc ça a failli être une chanson Lionel, Michael et les autres seulement dans les chœurs. Bon, pour nous ça aurait été intéressant aussi quand on écoute Michael solo sur cette chanson on est ravis, mais c'est vrai que je pense que il y a cette timidité de Michael, il vient, il fait son taf, il s'entraîne seul, et après, une fois que les autres arrivent, il est capable de se mettre en retrait, sauf si on vient lui dire tiens, tu peux faire un truc. Je pense que, ouais, il y a, à la différence d'un Prince qui ne vient pas, peut-être par timidité, ou parce qu'il veut absolument que ce soit quelque chose qui soit écrit par lui pour être à l'aise, et qu'il n'accepte pas que ce soit un morceau écrit par d'autres, ou alors à la condition qu'on y rajoute quelque chose qui soit de sa patte, et au final, bon, bah, laissez tomber, je vais juste vous balancer une chanson à moi et ça fera le taf. C'est vrai, certainement, c'est une belle chanson, mais il n'a pas joué le jeu pour le coup. Il n'a pas joué le jeu de je mets mon ego au vestiaire, je participe avec tout le monde et tant pis si c'est pas moi qui ai écrit la chanson, tant pis si voilà. Alors peut-être qu'il a eu raison, peut-être que sur cette chanson-là, il se serait senti mal à l'aise, il aurait eu l'impression que d'être noyé dans la masse des 40 et des plus de 46 artistes, voilà. Mais Michael, lui, a joué le jeu, même si dès le départ, évidemment, il est plus à l'aise puisque c'est lui qui a écrit la chanson en grande partie avec Lionel Richie. Bon, donc forcément, par rapport à Prince, ça aide un peu, je pense. Mais je suis persuadé que Michael aurait joué le jeu même s'il n'avait pas écrit la chanson. Si ça avait été une chanson écrite par Lionel et Stevie Wonder, je pense qu'il aurait accepté de faire partie des chœurs pour la cause, ce que Prince n'a pas fait, et c'est dommage. Mais bon, c'est peut-être une petite erreur. Ça n'empêche pas que c'est un grand monsieur, un grand musicien, voilà. Donc, mais là, je pense qu'il y a une petite erreur qui a été faite. Alors moi, je sais pas, on nous raconte cette histoire de Sheila E. Elle le dit comme ça, elle trouve que c'est blessant. Bon, moi, je trouve ça un peu exagéré. Je sais pas pour vous, mais elle est invitée, elle fait les chœurs. Je trouve que c'est compréhensif. Après, comme beaucoup d'autres. Excusez-moi, mais c'était le lien entre l'équipe de Prince et l'équipe de War the World. Surtout qu'elle a beaucoup joué avec Michael en studio, elle la connaît bien. Elle est une artiste déjà qui a été sélectionnée, qui est là, qui est présente. Alors, moi, c'est bien qu'à travers Sheila E, ils visent Prince, quoi. Enfin, moi, j'ai un peu. C'est une artiste récente. Il y en a d'autres qui sont derrière dans les chœurs et qui n'auront pas leur petit moment de gloire, les Pointer Sisters. Pardon? Oui, mais ils ne sont pas liés à Prince comme elle est liée à Prince à cette époque-là. Non, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, Yann. Je pense que, en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est peut-être disproportionné parce qu'elle a peut-être créé une attente un peu trop élevée par rapport à ce projet-là. C'est-à-dire, tu vois, encore une fois, on est toujours dans cette question d'ego, mais aussi cette question de légitimité. Est-ce que l'artiste était suffisamment importante en termes de notoriété et après, techniquement, là, je ne suis pas juge, mais techniquement importante pour pouvoir se positionner sur une partie solo de la chanson. Et peut-être qu'elle a manqué d'humilité en le prenant mal. Mais moi, je pense, après, à sa décharge, je ne pense pas tellement que c'est le fait de participer seulement au chœur qui l'a dérangé, mais je pense que c'est peut-être le sentiment d'être utilisé. Ça, oui, je peux comprendre que tu sois vexé et que tu dises en fait vous en avez rien à foutre que je sois là, je vous sers que de lien pour donner des nouvelles de Prince s'il vient pas. Et moi personnellement tu me fais un truc comme ça je me barre aussi quoi, tu vois. Ouais. Donc, mais elle rajoute quand même le fait que on n'allait pas me laisser chanter une partie de la chanson, etc. J'allais être que dans les chœurs. Et je trouve que du coup, ça discrédite ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il elle n'est pas la seule.
dans les 40 et quelques, il y en a plein d'autres qui étaient très connus aussi, qui n'ont pas chanté d'une partie, voilà. Quand on voit ceux qui ont vraiment chanté les paroles et pas que dans le cœur, on voit quand même que c'est des sacrées pointures. Elle était une artiste récente. Alors attention, j'aime beaucoup Sheila E. Hein, attention, ne nous méprenons pas. J'aime beaucoup Sheila E. C'est une très grande artiste. Mais au moment, en 85, elle est là, mais elle fait que démarrer. Bon, alors on pourrait se poser la question, quelle est la légitimité de Cyndi Lauper, qui était aussi quelqu'un qui démarrait, etc. Et je pense que Cyndi Lauper était beaucoup plus connue à ce moment-là. Elle venait d'exploser à ce moment-là, là où Sheila E. était encore quand même dans une niche un peu plus particulière. Et j'ai le sentiment qu'elle est un peu... qu'elle soit vexée parce qu'elle a le sentiment qu'en fait, on l'a fait venir surtout pour Prince, je le comprends, mais à ce moment-là, qu'elle ne dise pas dans la même phrase « j'étais flatté parce qu'ils sont venus me demander mon autographe, qui j'étais moi », pour dire après « ouais, ils m'ont même pas laissé chanter, ils voulaient pas me laisser chanter ». Il y a un oui, truc... mais ça c'est un paradoxe assez humain entre l'ego et après, le rationnel. Encore une fois, Sheila est une très grande artiste et j'aurais été ravi qu'elle chante, évidemment, mais il fallait bien faire des choix. On a quand même dit tout à l'heure qu'on a bien vu tous les cartons distribués, il y avait quand même il y avait du monde, du beau monde. Je pense que les choix ont peut-être pas toujours été évidents. Et puis il faut contextualiser qu'on est en pleine nuit après une cérémonie. Et ça dure jusqu'à 6h du matin. Voilà, il y a un degré de fatigue qui doit être quand même assez intense. Moi, j'étais ravi d'apprendre que Tina Turner adorait les fish burgers. Non, mais ce qui nous intéresse aussi en tant que fan de Michael, c'est que c'est quand même Tom Beller. C'est quand même Tom Beller qui est à la manœuvre aussi pour répartir. Ça, c'est intéressant aussi. Tu vois, donc il y a quand même beaucoup d'acteurs, les atouts phares de Quincy, qu'on retrouve et qui sont liés à beaucoup de travaux de Michael. Ça, c'était aussi très intéressant pour nous. Je parlais en début d'émission de la présence notamment de Greg Philligans au piano. Je crois qu'il y avait un des frères, il y avait un des Brother Johnson à la basse. Voilà, à la basse. Donc, c'est encore une fois, on voit que Quincy a sorti ses atouts maîtres. Voilà, on est dans la bonne époque aussi. Voilà. Richard, tu voulais dire quelque chose après? Oui, comment était Michael, comment on le trouve dans le documentaire là. Moi, je pense qu'en fait, c'est la force tranquille. Il y a un peu en mode soft power, dans le sens où, moi, je pense, alors, effectivement, il n'a pas la cérémonie, parce que de toute façon, il n'a pas trop râlé, parce qu'il avait raflé, d'avant, il avait raflé tout ce qu'il pouvait rafler. Mais moi, j'ai l'impression que Michael Jackson a très vite compris l'importance du projet. Et je ne dis pas qu'il va en faire un de ses bébés, mais c'est un projet We Are the World qui va tout le temps rattacher à sa carrière. Il va faire des clins d'œil We Are the World dans ses tournées sur Dangerous Tour et Story Tour. On voit des écrans d'introduction à The World, où c'est We Are the World. C'est un peu pas approprié, mais voilà, en gros, We Are the World, c'est lui aussi, quoi. Et je trouve que sa présence tout au long de la session, alors il arrive avant pour faire sa prise. Donc voilà, il y a le mec très studieux qui arrive, qui est devant le micro, qui refait sa prise, qu'il a boucle, qu'il a double, qu'il a triple, qu'il a quadruple, qu'il a ce qu'on veut. Et après, en fait, avec les artistes, je trouve dans les images qu'on voit, hein, parce qu'on voit une partie des images. Hein, déjà, moi, les images qu'on voit là, ça me donne plus de lecture sur ce qu'on avait sur le documentaire de 85, parce qu'on voit que là où on semblait qu'il était un petit peu en mode dégoûté de ce qui se passait, bon, finalement, il rigolait aussi, il était un peu détendu. Mais il était parmi les siens, entre guillemets, même s'il ne connaissait pas tout le monde, il jouait un peu dans la cour des artistes. Donc, il n'avait pas à se dire, c'est des fans ou des médias qui vont voir un truc de loin ou autre. Et puis, il y avait des gens qui le rassuraient. Il y avait Stevie Wonder, il y avait Quincy Jones, Smokey Robinson qui lui tient tête. D'ailleurs, ce passage de Smokey Robinson qui lui tient tête, pardon, c'est intéressant de voir comment Smokey Robinson veut toujours rappeler que bon, c'était lui qui a un petit peu découvert Michael et qui avait fait une reprise de Blues of Venue, bref, de très très tôt, quoi. Mais donc, ouais, j'ai trouvé là-dessus assez détendu dans ces moments-là, mais en même temps, on sent tout le long dans ses réactions, dans son attitude, que lui, il vise l'excellence. Il sait que c'est un one-shot, il sait que c'est une nuit, et en fait, on sait bien que Michael, pour une chanson, il peut travailler 6 semaines, 3 semaines, 1 mois, longtemps. Et là, on comprend que
le moment, le temps est précieux, il passe très vite. Et moi, je ressens sa concentration tout le long. Même quand il est avec tout le monde, on sent qu'il est vraiment, lui, à fond dans le truc. Même si des fois, on va rigoler, on voit un peu déconner, il n'est pas dans la déconne. Il n'est pas comme Aljaro qui boit du vin et qui mange du saucisson partout, tu vois, dans le frigo. Bon, je sais pas si c'est du saucisson, mais on avance. Mais, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on sent Michael qui est très concentré. Et on sent que pour lui, j'ai l'impression qu'il a compris l'importance de l'événement, d'autant plus quand Bob Geldof parle, mais même avant, tu vois. Et pour deux choses, pour la cause qu'il défend, mais même pour lui, par rapport à sa mission de se dire qu'il va qu'il se consacre à des projets aussi caritatifs qu'il a déjà commencé à faire, qu'il va continuer à faire après. Je crois que le fait qu'il participe à We Are the World, c'est Quincy qui l'appelle, ou Daniel qui dit bon, écoute, il se rappelle du Victory Tour, et puis tu vois, il l'appelle pour faire partie du projet, quoi. Et lui, il est crevé, il est éreinté par le Victory Tour, il veut juste se reposer. Et il dit bon, bah, il a accepté parce qu'il ne pouvait pas refuser. Parce que je pense même d'ailleurs, il le dit, il avait très vite compris que c'était un projet super important. Et je terminerai là-dessus parce qu'en fait, finalement, ce We Are the World, bon, c'est un projet, je pense qu'il aime et qu'il est très fier. Mais vous vous rappelez peut-être que dans Moonwalk, il évoque le projet Children of the World, piloté par George Duke qui est Stan McClark de mémoire. Et il avait écrit dans Moonwalk que pour lui, c'était la plus belle version de la chanson. Et je pense qu'il a aimé que cette chanson, au final, soit chantée par des enfants pour d'autres enfants. Parce qu'au final aussi, la chanson s'adressait à des enfants à des familles, enfin, à tout le monde, hein, qui pouvaient malheureusement subir la famine. Mais je comprends ce qu'il voulait dire aussi en disant que cette version de Children of the World, d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'enfants qui par la suite vont devenir des stars. Je pense à Stacy, à Fergie des Black Eyed Peas, Alyssa Milano, enfin, il y a plein d'artistes, Alfonso Ribeiro, je crois aussi. Mais voilà, je garde dans ces images de We Are the World un Michael très concentré et très conscient. Voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est sa conscience des choses. D'accord. Merci Richard. Toi, Sylvain, comment tu l'as trouvé, Michael, dans le documentaire? Je l'ai trouvé humble, comme il est habituellement, on va dire. Après, c'est pareil, il ne se mouille pas trop. Je pense qu'il a bien les personnes. C'est pas quelqu'un qui va critiquer. C'est quand même des grosses pointures, comme j'ai envie de dire. Donc, du coup, je trouve qu'il se met un peu en retrait, mais il fait son tâche. Et puis, tout se passe bien. Bon, c'est mon point de vue, moi. Quelqu'un qui reste professionnel, qui tape dedans, qui ne juge pas les gens. Ouais. Bah, de toute façon, on sent toujours dans l'approche de Michael qu'il y a toujours cette notion, et puis je pense que c'est très humain et ça nous arrive à tous, tu sais, cette notion de dire bon, il faut quand même que je lui dise, mais en même temps, j'ai pas envie de le vexer. Et tu vois, c'est toujours cette ambivalence. Et d'un côté, tu as des choses, tu dis bon, il faut quand même que je lui dise parce que à un moment donné, ça peut pas rester ou quoi. Et moi, c'est beaucoup ça que je vivais en fait dans les images que Michael avait quand vous parlez du fait d'être humble, quand vous parlez du fait de voilà, tu regardes des artistes qui étaient là avant toi et qui sont là depuis longtemps et qu'à un moment donné tu se poser cette question de se dire mais je suis qui pour venir lui expliquer comment il doit chanter, mais alors qu'en vrai la vision que j'ai de la chanson est différente de ce que tu es en train de proposer à ce moment-là. Et je pense que c'est humainement toujours un peu délicat. C'est comme si tu allais à 15 ans expliquer à ta mère comment tu dois éduquer un enfant, quoi. Tu vois, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, je comprends un petit peu tout ce que vous dites. Ça, c'est cohérent avec moi, l'image que je m'en suis fait quand je regardais le documentaire. Et moi, j'aime voir Michael dans ces situations-là parce que je trouve qu'au contraire, ça illustre ce côté humain, ce côté humble, comme tu disais, Sylvain, qu'il avait, et qu'il n'y avait pas cette appropriation du projet We Are the World. Et ça, c'est ce que... c'est toujours le principe de dire on nomme un capitaine, et que là, le capitaine de la soirée, c'était Quincy Jones. C'est Lionel Richie qui emmenait les artistes jusqu'à la soirée, et une fois qu'on avait passé le pas de la porte, c'était Quincy le capitaine, quoi. Et Michael et Lionel Richie étaient un peu en second, et ils avaient la bonne posture au bon moment. C'est un petit peu moi ce que j'avais ressenti. Voilà. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Alors, une question un peu délicate,
parce que c'est un truc que je trouve ressortait vachement dans le documentaire et bizarrement, alors est-ce que c'est sûrement très générationnel, mais moi c'est une question que je m'étais jamais posée. Le fait qu'on a beaucoup évoqué ce fameux mélange artiste noir, artiste blanc. Et moi, c'est vrai que quand je regardais le clip de We Are the World, bon, moi je suis né en 89, donc We Are the World, j'ai dû découvrir sur ma période de fan de Michael, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc moi, j'ai pas évolué dans un truc, dans un monde où on se posait la question de t'es noir, t'es blanc, communauté et tout ça. Oui. Et j'ai trouvé que par contre, ça revenait vachement dans le documentaire. Alors de manière très bienveillante, évidemment, mais on a donné une leçon à ces petits blancs, on a montré comment les noirs pouvaient chanter. Ce que tu as évoqué en début de live, Richard, là, c'est les blancs qui veulent aider les noirs, pourquoi c'est pas les noirs qui veulent aider les blancs? Ces notions-là de couleur qui revenaient beaucoup. Et j'ai essayé de recontextualiser un peu en 1985 dans quel état d'esprit un blanc collabore avec un noir et un noir collabore avec un blanc. Est-ce que vous pensez que ça a été vraiment des sujets ou des gènes justement sur la sélection des artistes? Oui, ça a été parce que il faut pas oublier qu'on est en 85 et 2 ans avant, Michael avait du mal à être diffusé sur MTV, artiste noir. Donc, si tu veux, on est dans un écosystème où malgré tout, le monde de la musique est trusté par des blancs, hein, tout simplement. En 85, alors on en parlait un peu plus tôt, Whitney Houston, c'est l'année où elle va exploser. Et en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche à Whitney Houston, c'est d'aller trop vers les radios blanches et passer vers les radios noires. On va lui faire payer des prix à des récompenses. Quelques temps après, sur l'album Face, George Michael, il remporte un prix au Soul Train Awards. Il se fait huer. Parce qu'il gagne un prix chez des Bois, tu vois. Donc, on est encore dans cette dichotomie totale, on est encore dans cette Amérique blanche et noire, qui est encore, malgré tout, très marquée par des clivages, enfin, qui est encore très cloisonnée, où effectivement, il faut attendre un Michael Jackson, il faut attendre un Prince pour faire tomber des barrières, il faut aussi attendre un Rick James, dans une moindre mesure, qui va le faire aussi, puis aussi Tina Turner. Mais on sait bien que c'est Michael qui a ouvert les portes sur MTV, les robinets, mais on est encore sur ça, on est dans une Amérique sous Ronald Reagan, on est sur une conversation avec François Hollande là-dessus, enfin, on en parlait aussi avec un autre ami, on est aussi à la fin, c'est les Américains tout puissants, ces Américains qui vont donner une leçon de charité dans un monde où il y a encore la guerre froide avec l'Union soviétique. Enfin, voilà, on est dans un monde quand même où des choses sont très marquées. Et dans le monde de la musique, ça l'est encore beaucoup. Et effectivement, alors il y a eu des collaborations. Alors c'est à l'époque où, si tu veux, il y a eu plusieurs duos qui ont démocratisé les collaborations noir-blanc, si je veux dire. Steve Wonder et Paul McCartney sur Avery, Michael et McCartney. Mais après, tu auras des duplicataires, ça. Tu auras Phil Bailey et Phil Collins sur Easy Lover. Tu auras plein de collaborations en mode buddy. En fait, on va prendre un duo emblématique télévisuel, c'est Miami Vice, le film de Miami. Voilà, Ricardo Tuff, Don Johnson et Ricardo Machin Top, si je trouve ça. J'ai oublié le nom. K2000, hein, la voiture était noire. Hein. était blanc. On se pose, on va c'est là on la note, on va y penser après, on va voir ce qu'on va en faire. Mais non, c'est pour dire qu'effectivement, parce que le cas du 1000, il y a toujours un moment donné où Grain nous place cas du 1000. Et non, mais ça pour te dire qu'effectivement, on a ces collaborations. Alors, est-ce que ces collaborations, elles sont là pour se donner un peu bonne conscience, pour dire, vous voyez, ça existe, des noirs et des blancs qui travaillent ensemble, on peut le faire. Ou est-ce que c'est vraiment des volontés d'artistes? Enfin, je pense qu'à un moment donné, ce qu'on réussit à faire Michael et McCartney, notamment avec CCC, qui était un carton total à l'époque, qui était numéro 1, qui techniquement reste le plus gros numéro 1 de Michael au Billboard, par exemple, si on prend les stats. Bon, bah, ça va inspirer les maisons de disques et dire, bon, bah ouais, c'est pas mal ça, on va mettre un blanc et un noir ensemble. Enfin, je prends un peu le discours cynique du patron de label, comme on peut le voir dans le film de Queen, dans Bohemian Rhapsody, le mec qui comprend rien, si c'est pas dans le business, qui envoie chez Queen, qui après, finalement, s'en mord les doigts pour parler d'autre chose. Donc oui, après, c'est aussi des calculs. Et effectivement, le fait qu'Harry Belafonte soit à la base du projet, c'est pas rien. Tu vois. Tout à l'heure, je pense que c'est Yel qui leur a pété la très juste titre. Il faut quand même rappeler qui était le bonhomme. C'est des gens qui ont quand même lutté pour avoir des reconnaissances, et notamment être primés aux fameux Oscars. On peut parler du Oscar de Halle Berry, comme pour quel film le gagne. Le gagne pour un film dans lequel il y a une scène c'était assez haute. Tu vois, on se demande qu'est-ce qui a été primé, quoi, son jeu d'acteur ou sa plastique.
Donc, on est quand même dans une Amérique qui, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses depuis, mais les années 80-90, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. Et c'est pour ça que Michael a beaucoup dérangé parce qu'à un moment donné, il s'est tellement adressé à tout le monde il s'est classé dans tous les tops. Il a fait vraiment le crossover, le crossover ultime dont rêvait Berry Gordy, mais lui, il a réalisé. Et tu as d'autres artistes moins forts en termes de vente ou autre, mais qui étaient quand même importants à l'époque. Encore une fois, je reviens sur Whitney Houston et George Michael, qui eux aussi ont gêné, à qui on a fait des reproches sur les questions raciales. Donc oui, moi ça m'étonne pas qu'il y ait ce discours-là à cette époque-là en tout cas, parce que on est dans une époque où beaucoup de choses sont encore cloisonnées et figées. Ok. Ouais, Yann. Ouais, moi j'aurais tendance à nuancer. Je suis pas totalement d'accord avec ce que dit Richard, parce que bien sûr qu'on est dans une Amérique où le racisme est bien sûr encore présent. En même temps, l'histoire des États-Unis, elle va pas d'un seul coup du jour au lendemain. Elle a été portée par une ségrégation très forte, par une histoire du racisme très très forte. Donc évidemment, toute l'histoire du blues et du rock porte cette histoire d'une population afro-américaine qui a été dominée, qui a été effectivement maltraitée. Bon, donc bien sûr que les racines de cette colère et dans la population, c'est encore là. Mais retenons quand même que si certains, comme MTV, au départ ont des mauvais réflexes, dès qu'ils lâchent l'affaire, Michael Jackson, c'est un succès. C'est l'album le plus vendu, et c'est bien un noir qui est sur la pochette. Bon, donc il y a quand même, si vous voulez, quelque chose qui a changé. Et les duos, justement, dont on a parlé, Stevie Wonder, Paul McCartney, Michael Jackson, montrent bien que ce soit sincère ou non, c'est un succès derrière. Donc ça veut bien dire que dans une partie de la population américaine, il y a une acceptation désormais que noir et blanc, à égalité, etc., il n'y a pas de problème, et notamment vis-à-vis des artistes. Bon. Là, même l'acolyte de Quincy Jones, finalement. Le public, et je suis d'accord avec Yann, le public le perçoit. Moi, je parlais surtout des instances et du milieu qui, des fois, peuvent faire des reproches. Alors, là où je rejoindrais peut-être un peu plus Richard, c'est que par contre, il ne faut pas que les artistes noirs fassent des vagues. C'est-à-dire que si tu es à égalité avec les blancs et que tu commences pas à mettre trop en avant, je vais employer un terme de James Baldwin, mais ta négritude, ça pose pas de problème. Et c'est d'ailleurs ce qui va poser le problème chez Whitney Houston que Richard connaît bien, c'est qu'effectivement, elle va faire un crossover qui va être considéré comme un peu trop du côté blanc que du côté noir, là où Michael semble lui avoir trouvé plutôt un équilibre où on va pas lui reprocher avant un moment, sauf quand sa couleur de peau va commencer à devenir de moins en moins noire. Sinon, on lui reproche pas trop au départ. On est au contraire très fier qu'un Afro-Américain réussisse à ce niveau-là. Bon, par contre, Whitney Houston, on va l'attaquer très vite parce qu'on considère que sa musique n'est pas assez noire. Ça se fait pas. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même effectivement, effectivement, c'est Aimé Césaire et pas Baldwin, autant pour moi. Merci beaucoup. Mais on a effectivement un problème. Soit il y a la population afro-américaine qui va attaquer ceux qui semblent renier leur négritude, ou en tout cas leur part afro-américaine, soit à l'inverse, il y a les blancs qui vont attaquer en disant ceux-là, ils sont un peu trop noirs. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de cette chanson avec Walk With Way, la reprise Run DMC et Aerosmith. Voilà, Run DMC, sur le chat. Ils sont beaucoup plus costauds, ils sont beaucoup plus en revendication d'un hip-hop brutal, agressif. Ça dérange davantage, comme Public Enemy pouvait déranger. C'est l'histoire entre Martin Luther King et Malcolm X, quoi. Bon, Martin Luther King ne dérangeait pas jusqu'à ce qu'il commence à parler d'économie et qu'il critique un peu trop la politique. Et Malcolm X qui dérangeait évidemment parce qu'il était beaucoup plus agressif. Donc oui, je suis d'accord que on a une Amérique qui est encore traversée par un racisme, mais
la population afro-américaine, les stars afro-américaines sont beaucoup plus acceptées, condition qu'elles ne cherchent pas trop à lever la tête en disant je suis noir, comme pouvait le faire un James Brown, un Black and I'm Proud. Et ça passe très bien là, dans le We Are the World. Je pense qu'il n'y a personne, les artistes ne sont pas du tout choqués. Il n'y en a pas un qui se dit oh là là, je suis avec des noirs, est-ce que ça va passer? Est-ce que mon public ne va pas poser. Celui qui quitte l'Assemblée au moment du Swahili. J'ai trouvé son nom là, j'ai trouvé son nom. C'est. Je me suis posé la question, est-ce que c'est Waylon Jennings. Oui, mais oui, après. Oui, mais après, ça, là, on est sur un chanteur. Je pose la question, j'accuse pas. Je pose la question. Non, mais voilà, lui, il pète un cap parce que ça commence à parler Swahili machin, puis il dit, ça va, c'est pas non plus chanter en Swahili. Enfin, en rappelant que Quincy. Il y a des besoins d'artistes pour sortir. Mais c'est un mec. Mais Yann a raison, effectivement. De toute façon, on est aussi dans une décennie où on cherche à unifier. Il y a vraiment deux niveaux, quoi. Il y a ce que le public perçoit et ce que le public célèbre. Et voilà, effectivement, les chansons. On va dire, où la mixité est mise en avant, elles cartonnent toutes, et puis MTV montre que dès que Michael passe, il cartonne d'autres. Mais n'empêche, ça reste une industrie, et je suis désolé de le dire, même à ce jour, reste quand même, c'est ce que Michael a vécu au centuple, et ce que d'autres le vivent un peu moins, mais c'est comme ça. Dès qu'ils sont trop brillants, dès qu'ils font trop de bruit, dès qu'ils sont trop, on leur fait payer le prix. Ça va de James Brown, Michael Jackson, c'est les juniors, et The Weeknd. Le week-end, l'année dernière, ou celle d'avant, a été boycotté des Grammy Awards de façon totalement lunaire. Il avait juste fait l'album de l'année et la tournée de l'année, et le mec, il était de côté, quoi. Voilà, il avait pris position, je vous rappelle, avec sa compagne de H&M, il avait le t-shirt avec le singe porté par un enfant noir. Il avait une collab avec eux, il dit, bon les gars, la collab avec vous, c'est fini. J'ai pas entendu parler de H&M. Donc, il a par moment, en fait, marqué des positions comme ça sur son statut d'afro-américain. Et il a payé un prix et il fait partie des gens qui, voilà, son succès, il a contesté et autres, mais à un moment donné, il y a des grandes instances, toujours pareil, il y a toujours un peu les mêmes qui font payer ce prix-là, qui est un peu laissé à la porte, qui veut leur faire comprendre, bon, c'est ce que tu fais, mais là, t'es un petit peu allé trop fort pour nous, quoi. Moi, je le sens comme ça. Et malheureusement, ça se répète un petit peu à travers l'histoire jusqu'à un mec comme The Weeknd qui est une des stars de la génération actuelle. Donc c'est ça en fait aussi qui est intéressant de voir, c'est que les artistes entre eux, je pense qu'il n'y a pas de problème quoi, entre eux. Tu l'as très bien dit, Yann. En 86, Walk This Way sort avec Aerosmith et Run DMC. Bon c'est Beat It avec 10 000 amplificateurs Marshall montés les uns sur les autres pour amplifier encore plus ce côté hard rock, en plus avec le rap qui arrive quoi. Et après, on va de toute façon se rendre compte qu'il y a un courant musical comme le rap qui va pas se radicaliser, mais il y aura un groupement comme Public Enemy qui tenait pas des discours sur la fierté d'être afro-américain, de défense un côté militant, qu'on va retrouver jusque dans les films du début des 90, que ce soit Menace Society, Boys in the Hood, Malcolm X qui va sortir aussi au cinéma. Donc voilà, on est quand même sur une Amérique qui reste divisée sur cette question raciale qu'on veut du non, qui a toujours fait d'ailleurs l'enjeu des élections jusqu'au jour où Obama a gagné en fait. Parce que finalement, c'est la victoire d'Obama, c'est une victoire aussi de toute une communauté qui enfin, il a fallu attendre Obama pour avoir un premier président afro-américain. Et c'est cela date parce que après lui, c'est comme si on a payé l'addition au peu double. On a eu Trump 2 fois. Donc, non, une fois quand même. Une fois. Non, 2 fois. Une fois. Une fois. Ouais. Là, c'est Bush qui avait fait 2 fois. C'est Bush qui avait fait 2 fois et je me rappelle, c'est un cauchemar. Bush, il a fait 2 tours. Pardon. Pardon. J'arrête. Je rigole. Yann, à toi. Oui, non, juste pour revenir là-dessus, je pense qu'il faut bien comprendre que tant que les artistes noirs jouaient le jeu à égalité avec les blancs, en faisant bien souvent plus ou moins quelque chose comme les blancs, ça passe. À partir du moment où on est trop sur une musique, et c'est ce qui va donner aussi le hip-hop, le rap, là ça commence un peu à faire peur. Alors, il y a par contre peut-être une tension qu'on n'a pas vue, qui est un peu citée dans le documentaire, mais qu'on n'a pas vue, parce que moi, quand je relis le bouquin de Quincy Jones, je découvre un élément intéressant. Souvenez-vous, dans le documentaire, à un moment donné, il dit que Cyndi Lauper, finalement, change d'avis et ne veut plus chanter. Vous y êtes ? Bon.
Vous avez encore en tête l'explication. Il semble que son copain, c'est ce que aurait dit Lionel ou Quincy, que son copain, en fait, aurait écouté la musique et aurait dit ça va pas faire un tube. Bon. Bah, moi, j'ai autre chose que nous dit Quincy dans le bouquin. Quincy nous explique qu'en fait, à un moment donné, Cyndi Lauper, toujours elle, donc, vient voir Quincy et vient dire on a un problème. Donc, pardon, non, c'est le manager de, je cite toujours, le manager de Cyndi Lauper est venu me taper sur l'épaule pour me dire on a un problème, les rockers n'aiment pas la chanson. Les rockers n'aiment pas la chanson. Bon. J'ai proposé qu'on aille leur parler. Billy Joel, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi, Holly Watts, etc. Ils ont tous affirmé adorer la chanson. Et donc il dit bah alors il est où le problème? Et finalement il n'y a pas de problème. Alors est-ce que il y a eu vraiment à un moment donné une sorte de petite tentative de rébellion des rockers pour dire c'est pas assez rock pour nous, ça manque un peu, voilà. Ou est-ce que c'est Cyndi Lauper qui cherchait une excuse pour sortir du truc parce que son copain n'aimait pas? Je ne sais pas. Tu sais que récemment, Cyndi Lauper a fait une interview. Alors, c'est ça que. Alors, moi, c'est un truc que. C'est pas que j'aime pas Cyndi Lauper, mais je trouve qu'elle a comme des fois des doubles langages un peu à la façon Brooke Shields, tu vois. C'est comme Brooke Shields qui. Michael au mot d'Olivier Neverland, et puis dans 140, Michael Molen. Et récemment, Cyndi Lauper a fait une interview où elle dit ouais, bon, moi, finalement, la chanson, je l'ai pas super si top que ça. Bon, je l'ai faite parce que voilà, quoi. Mais... Donc, jusqu'à peu, en fait, elle continue un peu à, je dirais pas à bitcher, mais à dire que bon, la chanson, c'est pas forcément dans ce top 5 de chansons préférées, quoi. Donc, tu as raison, merci Yann d'avoir resitué ces paroles de Quincy, donc, en tout cas, ce récit-là. Il est évident que de toute façon, il y avait des artistes d'horizons très différents, et comment avoir une unité sur une chanson avec 45 personnes? Tu auras un avis par personne, de toute façon. Donc effectivement, Diana Ross, ça reste une lecture. Oui, Kenny Loggins qui a plutôt une approche soul de la musique, il va comprendre la chanson. Et d'ailleurs, Kenny Loggins, ils ont bossé sur les chœurs de mémoire de State of Independence, tu vois, je crois que c'est ça. D'ailleurs, qui était une répète dans l'esprit de Quincy, une répète de We Are the World involontaire, parce que j'ai commencé à avoir des stars sur une chanson comme ça. Donc, il est évident que tout le monde n'a pas forcément aimé la chanson au même degré parce qu'ils ont tous des sensibilités différentes. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la posture de Bruce Springsteen qui a dit ok, je comprends, bon, vous voulez ça, bon, j'ai un peu crevé, je suis en train de me tourner, mais je vais vous le faire quoi. Et le mec, on sent qu'il est appliqué, il arrive, toutes ses prises sont nickel quoi. Il arrive devant le micro, il chante, il se met en retrait. Enfin, quand on dit que c'est le boss, moi pour le coup, oui, c'est forcément ce que j'écoute tous les jours, mais j'ai un très grand respect pour son approche musical en général, parce que je trouve qu'il a toujours été intègre dans ses bottes. Moi, j'ai vu en concert une fois au Stade de France, il m'a fait ressentir quand j'étais dans une salle de 10 mètres carrés avec lui, tellement le mec, malgré le Stade de France, il prend le public avec sa guitare et debout sur scène tout seul, il t'emmène quoi. Donc c'est très très fort. Et sur ce projet We Are the World, je trouve que peut-être que la chanson, il l'aimait pas, tu vois, mais ça se ressent pas du tout. Il dit ok, je comprends, je suis là pour la cause, la chanson c'est ça, moi je fais cette partie-là, ah bon, ok, je fais des adis, bon bah j'ai voulu faire. Alors, ça vous va comme ça? Bon, bah super, ciao, Oui. sont les croissants. Et puis, je pense personnellement que, tu vois, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, de toute façon, tu peux pas, une chanson ne peut pas plaire à toute l'assemblée, mais je pense qu'effectivement, même s'il y en a qui peut-être n'avaient pas une affinité particulière avec les paroles ou avec le morceau en lui-même, ils se disent de toute façon, je suis pas là pour faire un tube, je suis là pour une cause et je suis là pour enregistrer un truc avec des copains. Et que finalement, est-ce que c'est vraiment important que j'aime ou pas le morceau? Alors, peut-être qu'il y en a qui diront il faut que j'aime le morceau pour bosser dessus. Mais c'est vrai que, encore une fois, ça reste, je pense, une question de contexte. C'est-à-dire, si on est là, on te dit ah tiens, je te propose cette chanson pour ton album, tu vas la chanter, ça va être un tube, et que tu dis j'aime pas le morceau, bon bah c'est sûr que là tu as ton mot à dire, tu as quelque chose à dire. Mais là, tu es quand même dans un truc où on est 40 artistes, on est là pour une cause, on a une nuit pour enregistrer. On n'est pas là pour dire est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. C'est où je le fais, où je le fais pas en fait. Je pense que toute la question est juste là et que finalement si tu décides de le faire et que ouais, je te donne la parole dans un instant Yann, si tu pars du principe que tu t'engages à le faire et à aller au bout et que tu écoutes la chanson et que c'est pas à la hauteur de ce que tu espérais, fondamentalement tu vas jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut aussi dissocier peut-être
et des artistes qui ont su, enfin, encore une fois, ça c'est une lecture, hein, mais des artistes qui ont peut-être su rester à leur place à ce moment-là en se disant, bah oui, j'aime pas la chanson, mais je suis pas là légitime à donner mon avis sur la qualité ou l'affection que je porte à ce que je vais chanter. Moi, je le vois comme ça. Vas-y, Yann. Non, mais c'est pour justement résumer un petit peu pourquoi on parle de tout ça. Parce qu'il y a cette magie. Il y a cette magie de. Ils l'ont fait en une nuit, à plus de 40 artistes. Et ça aurait pu ne jamais fonctionner. Parce que, on l'a dit, je résume ce qu'on a dit, hein, il y avait les problèmes d'ego qui pouvaient foutre tout par terre. Bon. Il y avait les problèmes, on l'a souligné, on s'est posé la question, est-ce que la question raciale aurait pu aussi freiner cette collaboration? Bon. Et là, ce que je voulais mettre en avant, c'était une autre division possible. C'était d'un côté les rockers et de l'autre ceux qui étaient plutôt soul, funk, etc., qui étaient marquants, parce qu'on avait quand même là aussi des gens qui étaient plutôt de l'univers rock et des gens qui étaient plutôt de l'univers soul. Et bien, malgré toutes ces différences-là, ils ont été jusqu'au bout du projet, à part un qui a claqué la porte parce qu'il était peut-être un peu plus bourré et parce qu'il est un peu plus énervé que les autres. Mais bon, fondamentalement, on n'a pas son témoignage à lui, donc on peut pas non plus trop en dire. Mais ils sont tous restés jusqu'au bout. Ils ont mis leur ego dans leur poche, en tout cas tant qu'ils ont pu. Et ils ont bien sûr aujourd'hui un avis sans doute modéré pour certains. On voit bien que Bruce Springsteen, je pense que Richard a la même lecture que moi, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé aussi, mais on voit bien qu'il n'est pas un grand fan de la chanson. Non, mais force est de constater qu'il est là pour le documentaire et que s'il accepte d'être là pour le documentaire, c'est qu'il a dû avoir une affinité au projet. C'est toute la simplicité du bonhomme. Il vient dire, voilà, moi j'ai fait ça, je l'ai fait pour la cause. En gros, il te montre bien que c'était pas sa chanson préférée, mais il l'a fait et il dit finalement c'était bien de l'avoir fait, quoi. Et donc je trouve ça fort parce que cette magie d'un titre qui a été un succès immense, mais un véritable succès, à tel point que là aussi ça a fait dans des prisons, ça a été un des titres qui étaient demandés, écoutés très fortement. La radio ne passait que ça. Enfin, cette magie-là, elle a été portée par des gens qui avaient des intérêts qui pouvaient parfois être divergents. Et je pense que c'est ça la force aussi de ce documentaire, c'est à la fois de nous montrer en toute transparence qu'il y avait aussi des faiblesses possibles, qu'il y avait aussi une tension parfois qui était existante, et que malgré ça, ils ont été jusqu'au bout du truc. C'est pas George Lucas qui a des tas d'obstacles pour faire son film, parce que lui, ça dure sur plusieurs années, mais c'est quand même en une nuit quelque chose qui aurait pu ne jamais voir le jour, tellement il y avait possibilité que ça se casse la gueule. Et finalement, ils ont été jusqu'au bout. Et moi, je dis, les mecs qui ont réussi à porter ça à bout de bras jusqu'au bout, comme Quincy, comme peut-être Lionel, Michael, Stevie Wonder et d'autres qui ont joué leur rôle, chapeau, quoi. Chapeau. Ouais, je suis assez d'accord. Toi, Sylvain, par rapport à tout ça, tu t'es positionné comment par rapport justement à cette notion de communauté blanche, communauté noire? Et après, il y a Excalibur qui a posé une question très très intéressante, et on va y répondre dans un instant. Moi, je ne me mouille pas, ma femme est noire, donc. Non, mais franchement, non, mais blague à part, non, mais. Tout à l'heure, on parlait du racisme un peu, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait avant. Moi, c'est mon point de vue à moi. Donc, je pense pas que ça a changé grand-chose. Tout le monde se mélange, j'ai envie de dire. Il y a une fois, il y a Gainsbourg qui a dit Michael Jackson, c'est la seule personne qui a réussi à réunir les blancs, des noirs, et homosexuels, etc. C'est le seul noir qui a mis devant lui tous les blancs. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, voilà. J'ai pas de spécialement de point de vue là-dessus. Mais du coup, tu l'as ressenti cette parité pendant le documentaire ou pas du tout? Non, je trouve que tout le monde était en harmonie, donc moi je n'ai pas vu de racisme là-dedans, personnellement. D'accord. Ça marche. Alors, donc la question d'Excalibur. Ce que je vous propose, c'est on va répondre à la question d'Excalibur et puis ensuite on va clôturer tranquillement parce que comme d'hab, on a fait que 20 minutes de live. Cette question, moi, je trouve intéressant. Alors, l'impact. Alors, attends, je vais juste lire la question, Richard, avant. Que pensez-vous de l'immense publicité qu'ont eu les participants et l'impact sur leur image, leur carrière et leur vente de disques?
Alors, je pense que la publicité sur l'image des artistes, oui, elle était évidente parce qu'ils étaient montrés partout et peut-être que ça a permis aux gens de dire bah tiens, je vais écouter ce qu'il fait, ma chose. On n'a jamais eu de quantification de résultats sur combien ça a fait plus vendu de disques à Cyndi Lauper ou à Tina Turner ou à Billy Joel ou autre. Parce que bon, voilà, puis vous avez déjà des hits en fait, c'était des gens qui étaient en activité, qui tournaient déjà par eux-mêmes. Ils avaient déjà leur propre hit. Mais par contre, je pense que tu l'as rappelé plus tôt, Greg, je pense Yann aussi, c'est que ça a insufflé une énergie, initiée en Angleterre et qui s'est poursuivie avec USA for Africa et qui a continué après dans le monde, des projets caritatifs où en fait, c'était une époque où les artistes, si vous voulez, réussissaient à se réunir pour des causes comme ça. Et je trouve que c'est ce qui manque dans notre époque depuis maintenant bien 15-20 ans, si c'était plus. Vous avez essayé de refaire un remake de We Are the World, je crois, en 2010 ou 11, avec le gars, c'est pas terrible d'ailleurs. Bref, essayer, c'est le bon mot. Mais ouais. Mais du coup, ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas eu un nouveau mouvement qui a été créé comme ça. Je me rappelle de la chanson, la reprise, je crois que c'était de Give Peace a Chance de Lennon avec sous l'égide de Lenny Kravitz et d'autres personnes qui étaient fait début années 90. Je pense que c'est un dernier. Il y a aussi les projets Red, Hot and Blue, les projets pour lutter contre le sida, des compilations. Si vous voulez, il y avait quand même jusque dans les années 90, on va dire milieu des années 90, des élans collaboratifs. D'artistes, soit autour d'une chanson, soit autour de compilations qui servent une cause, soit autour de quelque chose. Moi, je me rappelle avoir acheté des maxis de Néné Cherry qui avaient participé, parce que j'adore le Free, qui avaient participé à des projets comme ça, où il y avait des chansons qui étaient dessus, ou des compilations. Donc, cette cause caritative commune, où effectivement les artistes mettent leur ego de côté et ne pensent pas trop à leur carrière, elle a un peu de côté. Et j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu à l'image de notre société, où aujourd'hui, les artistes défendent chacun leur image sur un compte Instagram, leur compte TikTok, enfin, sur leur canal à eux. Il y a des collaborations entre artistes, mais ces collaborations sont un peu du win-win. Ça veut dire, bon, moi, j'ai tant de followers, machin, j'ai ma fanbase, bon, tiens, ce serait mieux que je fasse un truc avec toi. J'ai l'impression que ça résonne plus en termes aujourd'hui de part de marché, d'audience, et ça peut nous rapporter que quel message on va passer. Et je pense qu'à cette époque-là, la musique servait de réel vecteur, parce que nous, en France, ça s'est décliné de façon très belle, parce qu'on a eu, effectivement, en 85, quelques mois après, We Are the World, la chanson pour l'Éthiopie. Et puis après, on a la chanson des Restos du Cœur, qui aujourd'hui reste un hymne porté par la troupe des Enfoirés. Je pense que la chanson est toujours là, ou même s'il y a d'autres chansons, voilà. On a gardé ça un petit peu en France, parce que je pense à des mecs comme Obispo qui ont fait les chansons là, sa raison d'être. Je ne sais plus pourquoi c'était, je sais plus c'était pour le sida. Le sida, oui. Ça. Donc, nous, on a quand même toujours gardé cet esprit d'avoir une chanson un peu hymne. On a garder cet esprit d'hymne qui servait des causes. Mais globalement, dans le monde, ça s'est quand même assez essoufflé, surtout du côté américain, où effectivement, on se rend compte que je n'ai pas souvenir d'un. Alors oui, après, il y a des collaboratifs d'artistes. Pour tout vous dire, à l'époque, dans les années 80, il y avait même des rappeurs qui avaient initié le mouvement Stop the Violence sous l'égide de KRS-One et de Boogie Down Productions. Il y avait tous les gros rappeurs de l'époque. Donc, c'était un disque de rap, mais aussi pour une bonne cause, pour dénoncer la violence. Donc, cet élan, aussi bien caritatif que social, il a disparu. Et moi, je ne pense pas qu'à l'époque, il y ait eu des impacts directs sur des carrières, mais je pense que ça avait plutôt un impact sur l'esprit des artistes, et ça les avait touchés dans le sens où ils comprenaient qu'avec la musique, ils pouvaient faire des choses, ils pouvaient, en tout cas, transmettre des messages. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un petit peu en manque de ces messages-là. Ouais. Alors moi, tu vois, je suis nuancé sur ce que tu dis, mais je rejoins quasi la totalité de ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont participé à ce projet, déjà qui n'ont pas forcément une visibilité, parce que tous ceux qui n'ont pas fait tous ceux qui ont participé au chœur, mais qui n'ont pas eu forcément une phrase ou un couplet dans la chanson, ça leur a pas apporté plus de visibilité que ça. Donc il n'y avait forcément pas une intention derrière de se faire de la pub ou quoi. Et je pense que la plupart des artistes qui y étaient, s'ils n'avaient pas fait We Are the World, on parlerait pas plus ou pas moins d'eux. J'en suis quasiment certain. Mais par contre, ce qui est très intéressant dans la question, c'est que je pense que c'est humain, logique et cohérent qu'ils se soient posé la question quand on leur parle du projet, de se dire est-ce que c'est bien pour mon image ou est-ce que c'est pas bien. Je pense que la question, ils ont dû se la poser et qu'elle est légitime et qu'il ne faut pas
voir en ça quelque chose de mauvais. Parce que je pense que derrière chaque bonne action, il y a toujours cette petite part d'y trouver un peu sa, comment dirais-je, d'y trouver une raison valable pour soi-même, ne serait-ce que juste pour se sentir bien d'avoir fait une bonne action, quoi. Donc il y a toujours un peu cette part égoïste derrière chaque bonne action, mais personnellement que je trouve très sain. Et finalement, ça rejoint un petit peu un épisode qu'on a évoqué du documentaire. Donc c'est la réaction pardon, de Sheila E., qui elle peut-être s'était dit qu'en allant à la soirée et en ayant un passage chanté, ça pouvait être un boost pour sa carrière parce que, encore une fois, je conçois totalement qu'un jeune artiste qui a besoin d'un peu de visibilité puisse avoir cette notion-là. Alors après, la manière dont elle retranscrit sa déception, c'est plus la gestion de son émotion qui, je dirais, a travaillé que de le transformer en mauvaise intention de sa part. Mais je pense que c'est humain, en tout cas, de se poser la question pour un artiste de se dire ouais, est-ce que tiens, si je vais là-dedans, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce qu'il ne faut pas que j'y aille? Est-ce que c'est OK de m'associer à tous ces artistes et tout ça, tu vois? En tout cas, j'essaye de projeter dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où aujourd'hui, tu vois, demain, tu dénonces quelqu'un. Si tu as travaillé avec lui il y a 5 ans, on va presque t'associer au gars alors qu'il y a de la présomption, il y a du machin. Voilà, je vais pas, c'est pas un débat que je vais ouvrir ce soir évidemment, mais ce que je veux dire juste, c'est que c'est logique qu'on se pose la question en tant qu'artiste, est-ce que c'est bon pour ma carrière? De la même façon que Cyndi Lauper s'est posée quand son copain l'appelle pour lui dire la chanson est pas bien, quoi. Tu devrais pas chanter dessus. Et c'est pas pour ça qu'il faut remettre en question la bonne volonté et les bonnes intentions des artistes qui y ont participé. Voilà, grosso modo. Il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est par rapport à. C'est pas un album, c'est plutôt une compilation, on va dire ça comme ça. La chanson We Are the World est vraiment jolie. Pourquoi ils n'ont pas fait, en sachant qu'il y a quand même des grosses pointures dans le lot, ils n'ont pas fait une compilation avec quelques tracklists, avec, je sais pas, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, leurs meilleures chansons pour faire vraiment une compilation. C'est le cas, mais ce n'est que tout le monde n'a pas pu donner une chanson, puis il y a eu des arrangements, puis des gens qui ont voulu. Ouais, je pense que Michael n'a pas fait, mais Prince a donné une chanson. Springsteen, il y a une chanson de Springsteen sur l'album. Hein. En fait, c'est un album qui a la particularité d'avoir des chansons de différents artistes pour le constituer. Parce que ces chansons ne sont parues que sur ce projet-là. C'est des chansons qui sont côté destinées à We Are the World, en fait. Ouais, mais la tracklist, c'est vraiment faiblard un peu. Ce qu'elle est au regard de ce qu'ils ont pu avoir comme autorisation. Parce que là, pour le coup, c'était des discussions d'avocats, de managers, de qui peut chanter là-dessus. Qui peut avoir un contrat. Springsteen, de mémoire, il est dessus, mais Springsteen, comme il est déjà chez CBS, Columbia, Sony, c'est facile de l'avoir. Il y a peut-être 2 artistes qu'on pouvait avoir, mais peut-être que d'avoir une chanson d'un mec qui était chez Warner ou chez NCA, c'est pas évident à avoir. Donc, il y a aussi, si tu veux, derrière ça, des raisons contractuelles qui fait que tu peux avoir des gens ou pas en avoir. Donc, Prince, il est dessus. Je pense que c'était un peu le coup de force d'avoir. Parce qu'après, à l'époque, il est chez Warner. Hein, donc, que Prince n'a pas eu cette chanson chez CBS, ça n'a pas dû être super simple, je pense. Mais après, bon, faut regarder. J'ai pu. Yann, tu as la boîte sous les yeux, donc tu peux nous dire un peu qui y a dessus. Mais dans la plupart des cas. Ah oui, tu as le groupe Chicago aussi dessus. Oui, tu as Chicago, tu as eu Lewis, tu as Steve Perry de Journée, tu as The Pointer Sisters, tu as Prince, tu as Kenny Rogers, tu as Bruce Springsteen, tu as Tina Turner, tu as Bryan Adams dans un groupe qui s'appelle Northern Lights, et puis tu as évidemment la chanson We Are the World. François là qui nous dit un truc intéressant qu'effectivement Michael, en fait c'est vrai que Michael a toujours voulu par contre porter ses fibres humanitaires à travers des hymnes ou des collaborations. Effectivement avec Sugar Holiday, avec le groupe J-Friends et puis What More Can I Give, qui est son dernier hymne inachevé puis qui n'a pas été valorisé comme en fait, mais finalement il a voulu refaire ça Michael en fait. Il a voulu refaire. Il a voulu refaire. What More Can I Give, c'est dessus. Donc, merci. C'est super intéressant que François parle de What More Can I Give parce que justement, quand tu vois Michael sur les enregistrements de What More Can I Give, là, le leadership est présent. Quoi. Oui. Voilà, là, c'est son projet. Quoi. Il est à la place de Quincy, clairement. Et vous vous rappelez de la cérémonie des Radio Music Awards où il reçoit un prix des mains Beyoncé et ils disent voilà, on avait fait We Are the World, maintenant on fait What More Can I Give. Donc pour lui, c'est l'histoire. Quoi. Donc en gros, c'était la continuité logique. We Are the World, c'est pas que c'est un peu lui, mais c'est un CBB, hein, We Are the World, hein, on le sent bien. En fait, aujourd'hui, quand tu parles de We Are the World, tu vois Michael Jackson en premier.
Il y a une anecdote là-dessus qui pense, parlait de. Alors, il y a une anecdote qui parlait de comment le clip était tourné. En fait, Michael voulait te filmer depuis ses pieds jusqu'à son visage. Et on lui a demandé pourquoi. Il dit parce que voilà, moi, il y a mes chaussures, on va me connaître, quoi. Parce qu'il aurait dit un truc du genre, si on montre les baskets de Springsteen, personne ne saura que c'est Springsteen, quoi. Donc, dès qu'on montre les chaussures à moi, on va savoir que c'est Michael Jackson, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail d'image de Michael. Quand vous regardez bien le clip, il apparaît aussi un peu dans le clip. Hein. Son moment où il apparaît en premier, c'est le petit prince qui apparaît. Hein. C'est les moments en plus où il enregistrait vraiment tout seul avant que tous les autres arrivent, quoi. Et ce plan, il est quand même magnifique. On parle de ses chaussures qui montrent le gant et qui révèlent son visage après. Le plan qui est d'ailleurs repris, tu vois, qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de reprendre pour la nouvelle version de We Are the World qu'ils avaient fait en 2010, je crois. Donc c'était en plus un an après la mort de Michael. Et tiens, si on voulait qu'on en parle 5 minutes de cette reprise, moi je l'ai. Tu vois, si les States avaient fait le documentaire, ils auraient invité Justin Bieber et les Pussycat Dolls pour témoigner. Honnêtement, on ne touche pas à une chanson comme ça. Enfin, à l'original, on ne touche pas à ça. En fait, moi, j'avais du mal avec la proposition. Et là, tu vois, on pouvait s'interroger sur la véracité des intentions qu'il y avait derrière cette chanson. Parce qu'on surfait sur la mort de Michael, on se sert du souci à Haïti pour justifier qu'on ressort We Are the World. Mais pourquoi pas faire une nouvelle chanson, quoi. Et je trouvais qu'elle manquait beaucoup de modestie, en fait, cette nouvelle version. Ah oui, et la preuve est qu'elle n'a pas marqué du tout. Échec, ils sont pas capables de faire une autre chanson. Déjà, il y a la capacité de réécrire autre chose de nouveau. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un échec. Enfin, c'est au moins qui s'en souvient, quoi. Objectivement, qui se rappelle que c'est sorti et comment. Donc, c'était pour marquer le coup, je crois, des 25 ans. C'était nul. Non, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, effectivement, 25 ans. L'idée, elle fonctionne une fois, donc tu la dupliques pas, tu fais après autre chose. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé les autres projets caritatifs qui sont arrivés après We Are the World dans plein de domaines, dans plein de pays. Mais refaire We Are the World 20 ans, 25 ans après, ça n'a pas de sens, il faut faire autre chose. Michael, du coup, voulait faire What More Can I Give, ça avait du sens parce qu'il y avait des morceaux. Bon, la chanson, elle a une vie incroyable parce qu'elle commence au concert MJ & Friends à être évoquée, puis on sait qu'il y a deux choses. Enfin, voilà, elle poursuit sa sortie très malheureuse en téléchargement légal en 2003, vraiment pour les fans. Et c'est fou de voir que ce projet-là qui est totalement passé inaperçu, quoi. Totalement. On sent qu'il a tenu bon sur ce projet. C'est un des derniers projets, un des derniers combats qu'il livre en studio parce que finalement la chanson elle sort, il met du temps à la faire et tout le monde participe, quoi, finalement. Et quand tu vois la liste des personnes qui sont sur la chanson, version anglaise, version espagnole en plus, parce qu'il y a tout de parati. Donc on est quand même sur un projet d'envergure et c'est fou que ça n'a pas eu qu'on ne lui a pas permis en fait de faire vivre ce projet mieux, quoi. Je crois qu'on n'est plus à la même époque aussi. On n'est plus à la même époque. Oui, je crois que ça s'est essoufflé. C'est-à-dire cet élan des années 80 qui estimait que les artistes unis ensemble peuvent changer la donne et le succès qu'avait eu We Are the World, et je dirais même le succès des chansons en France sur l'Éthiopie, des succès sur les Restos du Cœur, ça avait été des grands succès aussi. Il y a quelque chose qui s'essouffle parce que, évidemment, 10 ans, 20 ans après, on se rend compte que malgré ça, on a encore la faim en Éthiopie, on a encore aujourd'hui en France les mêmes problèmes. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont les héritiers de ces chansons, là, il y a une nouvelle chanson des Restos du Cœur qui est sortie, qui disent on a fait une énième chanson, parce qu'ils sont eux-mêmes en train de dire on est là, on reste jusqu'au dernier, mais en réalité, ça fait des années que ça dure et ça fait peut-être un peu trop long. Et je pense qu'il y a un essoufflement qui est lié à plusieurs causes. À un moment donné, je pense qu'il y a aussi une forte critique fin 80, début des années 90 des États-Unis qui donnent des leçons au monde dans une mondialisation où en général ils sont fer de lance, et donc on dit c'est bien beau de faire des chansons, mais en réalité c'est vous qui êtes responsable de la pauvreté, donc vous allez arrêter de nous raconter des trucs. Donc je pense qu'il y a ça, et puis après il y a ce côté, mais on a beau donner du fric, acheter le 45 tours, acheter l'album, machin, finalement il n'y a rien qui est résolu derrière. Donc je pense qu'il y a malheureusement à un moment donné où ces beaux projets-là qui étaient portés par les artistes, de dire allez, on met de côté notre ego,
on fait une chanson, on est bénévole, on gagne rien là-dessus, à part peut-être une belle image, c'est discutable. Il y a un moment donné, le public n'y répond plus parce qu'on n'est plus à la même époque, on n'y croit plus, parce que c'est aussi le moment où, pour What Mark and I Give, on arrive sur le streaming et on sait très bien que le piratage a été très fort à cette époque-là et du coup on n'achète pas la musique en version digitale comme on achetait un 45 tours à l'époque des années 80 de We Are the World. Donc je pense que tout ça explique aussi à un moment donné l'échec du modèle que Michael a voulu reproduire comme s'il était encore dans les années 80, quoi. Voilà, on n'y était plus malheureusement, et on connaît en plus, enfin, on va pas s'étaler là-dessus, mais en plus l'histoire autour de What More Can I Give est assez tragique, donc forcément il y a quelque chose d'autant plus gravissime. Mais je pense que même s'il avait pu le vendre de manière plus libre, s'il n'y avait pas eu des obstacles avec sa maison de disques, avec le producteur, etc., je pense que ça aurait fait un flop malgré tout, malgré la bonne cause, parce qu'on n'est plus à l'époque, et je suis pas persuadé. En fait, c'est ce que tu veux dire, c'est que c'est extraordinaire une fois, mais que la deuxième fois, c'est forcément moins extraordinaire que la première fois. Ça a été fort dans les années 80, ça ne l'est plus à partir des années 90, et petit à petit, ça baisse encore plus dans les années 2000. Donc le modèle est essoufflé. Voilà. Le marché change. Yann l'a bien dit. Avant, on vendait du disque, on vendait des VHS, on vendait du support. Donc aujourd'hui, à moins de faire un concert, je pense qu'un concert caritatif, ça pourrait peut-être marcher aujourd'hui. Il y a eu l'histoire d'Ariana Grande où il y a eu dans son concert une fusillade, dans ce concert, il y a eu un drame. Et ils ont fait un concert dans la folie. Je pense que c'est le dernier événement où j'ai vu des artistes se réunir pour, pas pour un projet caritatif, mais enfin, si, c'est en soutien aux victimes. Mais c'est la dernière fois où j'ai vu des artistes se réunir autour d'une cause, d'un motif commun. C'était, je ne sais plus il y a combien d'années, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Ariana Grande, puis pas mal d'artistes, Justin Bieber était venu jouer, tout le monde était venu jouer, Coldplay, tout le monde, les plus grands actuels sont venus. Et c'était suite à la tragédie qui s'était produite dans un concert de Ariana Grande, quoi. Donc, voilà. Alors pour le coup, c'était pas pour l'Afrique, c'est pas pour le SIDA, c'était pour un drame dans un concert. La cause a escalé, mais ça a permis à des artistes de se réunir spontanément et faire un concert comme ça, un petit peu de façon, pas spontanée, mais assez rapidement en tout cas, et de se réunir sur scène. Mais mis à part ça, oui, dans tous les cas, les schémas économiques sont plus là, et l'époque n'est plus la même non plus. Et on est aussi dans une époque, c'est un autre débat où beaucoup de choses sont beaucoup trop clivées entre elles. Voilà, on voit bien dans l'état dans lequel le monde actuellement sur un plan ne serait-ce que géopolitique. Donc voilà, je pense que peut-être qu'un jour ça reviendra. Il ne faut pas fermer la porte à ça, mais ça sera forcément sous une forme différente. On pourra plus prendre des 45 tours comme on faisait comme avant. C'est dommage. C'est comme ça. Ça marche. Les garçons, on arrive à 2 heures de live. Ouais. C'est pas notre corps. On l'a encore fait. Non, mais le replay sur Thriller 25, 4 heures, je suis dessus. Hein. Je tiens à dire que je le regarde, mais en fait, c'est comme une série Netflix. Hein. Je tenais à le dire. Je me le regarde. T'as vu que je l'ai séparé en deux parce qu'en fait, il y a 1h34 de live Thriller 25 et après, c'est que du chill avec Stéphane. Mais ouais, on a fait 4 heures. On a fait 4 heures sur Thriller 25. Bon, là, on a fait bon, on va clôturer du coup ce live. Donc, si vous deviez résumer, les garçons, hop, je vais nous mettre voilà comme ça. Si vous deviez résumer en un mot ce documentaire, ce serait quoi? Passionnant. Ok. Sylvain? La perfection. Franchement, pour moi, c'est la perfection. Voilà. On a un bon truc, là, donc ça fait plaisir. Je vais dire immersif dans un sens. C'est le premier documentaire qui me permet d'avoir un côté immersif dans la soirée. J'avais l'impression que je buvais avec Ajaro 2 bouteilles de vin, donc j'étais très content. Et ben moi, je dirais la fessée. C'est pas un adjectif, ça. Hein. La fessée. On peut en parler si tu veux. Non, mais bon, voilà, vous savez la déception que j'ai eue pour Thriller 40. En fait,
c'est des déceptions d'intention, toujours, moi, qui me dérangent beaucoup. Et voilà. Et là, We Are the World, encore une fois, on fait avec une seule chanson ce qu'on aurait dû faire avec l'album le plus vendu de tous les temps. Donc voilà, pour moi, c'est la fessée. Et bon, force est de constater à travers tous les échanges que j'ai eus depuis hier et là tout ce que vous avez évoqué sur le chat et tout, je pense qu'on est assez unanime pour le dire et oui, j'espère vraiment que ça va donner une leçon et comprendre comment on crée de l'intérêt et on crée du dynamisme dans un documentaire pour le rendre très beau travail, très bon travail de documentaire là. Donc voilà, merci à Bao Nguyen du coup qui a réalisé ce super documentaire. Alors il y a François qui nous dit il manque la Toya et le doc aurait été parfait. Oui, parce qu'on la voit un petit peu la Toya. Moi je guettais des fois. Alors la Toya va intervenir sur un prochain live sur Greg Pop Culture. On voit pas Tito, mais on voit Randy. On voit Randy, on voit la Toya, mais on voit pas Tito si ma mémoire est bonne. Ouais, pourtant il était là, Tito. Mais il était au buffet, lui, comme d'habitude. Il est en train de boire avec Aljaro. Cacher les bouteilles, Aljaro. Cacher les bouteilles d'Aljaro. Il s'occupait des brioches, c'est tout. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Merci beaucoup pour vos échanges, vos partages et d'avoir répondu présent pour ce live. Comme d'habitude, je vous tiens vite au courant du prochain live qui arrive au mois de février que je suis en train de préparer. Et je ferai les annonces bientôt. Les garçons, peut-être une actualité à partager avant de partir? Non, avec Yann, on continue. On va reprendre notre petite série là, de live là, Behind the Mask. Là, il y a un petit mois de janvier un peu mouvementé de mon côté. Hein, je m'en excuse, mais on est toujours sur ce projet-là. Puis la Total qui maintenant, c'est un peu loin, mais voilà, qui sort en Chine, comme j'ai dit au début. Donc, on verra la suite. Ouais, ça c'est génial, ça c'est super. Ouais, on a découvert ça comme vous, hein, parce que nous, on n'avait pas du tout la main là-dessus. Hein. C'est sorti enfin, parce que c'était un bout de temps que c'était annoncé. Voilà pour on en parlera sans doute dans Behind the Mask numéro 2, à mon avis. Oui, voilà. Ouais, on fera un petit point là-dessus. Un petit point, ouais, clairement. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci le chat aussi d'avoir participé à ce live, de votre présence et de vos interactions. Je sais que j'ai pas interagi avec toutes vos questions, mais j'ai pris le temps de tous vous lire au mieux et essayant de suivre à la fois le chat et les interventions. J'ai une réponse à une question de tout à l'heure. C'était sur la date de la biographie que j'ai présentée. Elle date de 2001. Donc, elle était bien avant toutes les histoires qui ont pu... Ce qu'on va faire, Yann, tu m'enverras un lien. Comme ça, je mettrai le lien en description s'il y en a qui veulent se procurer le bouquin. Et puis voilà. Et William qui se moque de moi. Je parle sous le contrôle de l'Assemblée, mais c'était un super live. Merci, William. Et je garderai mes tics de parole parce que c'est mon identité. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, merci à tous. Bonne soirée. Ciao.